Ouais, c'est vraiment la catastrophe. Mais ça va aller comme tout, parce que tout finit par aller, n'est-ce pas? Coucou! Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier vraiment du fond du cœur chaque personne qui a participé à l'élan de solidarité qu'il y a eu suite à ma vidéo du 7 juillet. Je ne m'attendais tellement pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui aient envie de me donner un coup de main et franchement ça m'a été tellement salvateur, vous vous rendez pas compte de comment ça m'a aidé, de tout ce que ça m'a permis. Donc justement là je vais un peu vous expliquer tout ce qui s'est passé ces derniers mois et surtout pourquoi j'ai publié cette vidéo, parce qu'à ce moment là j'étais vraiment au fond du bac, j'étais en train de péter une crise comme jamais, genre j'étais vraiment au fond du fond. Et maintenant que ça va un peu mieux, maintenant que du temps est un peu passé, parce que bon c'était le 7 juillet, au moment où je te parle on est le 19 août, c'est vrai que bon c'est quand même assez fragile, les événements dont je vais parler aujourd'hui sont des événements qui se sont passés très récemment, donc là au moment où je parle je me sens mieux, je me sens plus solide, je me sens prête à reprendre mon travail, mais je reste néanmoins quand même assez vulnérable. Et bref, je ne me voyais pas comme d'habitude reprendre un rythme normal de vidéo sans expliquer du coup qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces derniers temps, surtout parce qu'en fait c'est le genre de choses dont je parle d'habitude sur ma chaîne, genre là ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie, c'est des sujets que j'aborde dans mes vidéos. Donc là, j'en parle parce que je pense que ça peut être, comme d'habitude, un partage d'expériences utile, éventuellement pour des personnes qui traversent la même chose comme d'habitude, et parce que vos retours, quand moi je fais des vidéos comme ça, me sont précieux. Cette année, ça fait 9 ans, cette année au mois de septembre, que j'ai ouvert cette chaîne, et du coup ça fait 9 ans que j'entretiens des liens parasociaux avec des personnes qui suivent mon contenu de près, de loin, enfin bref, peu importe, mais que je vis une expérience sociale assez forte en fait. Sur cette plateforme, donc ouais, enfin c'est un euphémisme en fait, c'est pas juste fort, c'est absolument hallucinant, enfin genre je veux dire, qui peut dire que ça fait presque 10 ans qu'elle entretient des liens avec des internautes qui sont absolument salvateurs, parce que ouais, en fait, vos retours, et là je dis vous parce que je sais que vous êtes une masse, c'est toute cette masse de gens qui, en fait, fait circuler une énergie d'amour, et je parle pas d'énergie au sens perché du terme, vraiment juste, regardez les commentaires sous les vidéos, regardez les gens, comment ils échangent les uns avec les autres, regardez comment les personnes se servent de ce contenu pour elles-mêmes, etc. Enfin, c'est vraiment un travail collectif, j'ai l'impression qu'on fait carrément de la thérapie collective ici, et ça me fait un bien fou de me dire que j'ai cet espace où je peux continuer de traverser des choses, de les partager et de faire en sorte que déjà moi je les traverse pas seule, que les personnes qui traversent des choses similaires se sentent aussi accompagnées, et puis qu'on partage nos réflexions autour de ce que ça nous fait en tant que qu'être humain, en tant qu'homo sapiens basique quoi. Donc vraiment pour ça je tenais à commencer cette vidéo avec un grand remerciement et beaucoup de gratitude parce que j'ai beaucoup de chance. J'ai vraiment une chance inouïe, et merci d'être là, et merci pour l'amour en général, voilà. Voilà, ça commence. Moi qui voulais pas pleurer dès le départ de la vidéo, bref. Alors je te préviens, je risque de pleurer tout le long de la vidéo, je suis quelqu'un qui pleure déjà tout le temps. Je pleure pour un oui, pour un non, je pleure de joie, d'amour, de soulagement, de haine, de tristesse, de rage, enfin bref, toutes les émotions se manifestent chez moi, à part les larmes en partie, et c'est quelque chose, voilà. C'est un moyen d'expression qui m'est absolument vital. Donc si t'es mal à l'aise avec les larmes, ce qui ne risque pas d'être ton cas si tu me suis depuis un certain temps, a priori cette vidéo va être insupportable, mais voilà, je m'apprête à te raconter du coup plusieurs mois d'épreuves assez dures, mais pas comment dire, ça n'a pas une issue négative, c'est pas un truc à la fin de plombant justement. Je suis contente de pouvoir raconter ça maintenant comme ça, et du coup j'espère que voilà, ça va me faire du bien et ça fera du bien aux personnes qui ont besoin d'entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui. Bon, alors, pour les personnes qui tombent un peu sur cette vidéo et qui savent pas trop un peu mon histoire familiale, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'appelle Violences intrafamiliales et domestiques, et pour comprendre du coup ce que je traverse aujourd'hui dans cette vidéo, il faut un peu avoir le contexte de ce que je raconte dans cette playlist, parce que, pour faire court, j'ai une histoire familiale qui est très difficile, j'ai une relation avec notamment mon père qui est catastrophique et qui elle l'a toujours été, et qui est à l'origine d'énormément à l'origine de plein de sujets en fait que j'aborde ici sur cette chaîne. C'est une relation qui est très centrale dans ma vie encore aujourd'hui alors que j'ai 27 ans, et du coup voilà, mon rapport avec cette personne influence absolument la majorité de mes démarches. C'est carrément obsessionnel à ce stade d'être en boucle sur l'histoire que j'ai eue avec lui, mais c'est juste la vérité, c'est juste la conséquence de la maltraitance, des violences domestiques, et notamment entre adultes, enfants et parents, enfants qui plus est. Donc voilà, je suis juste le résultat d'une expérience que je montre ici en ligne, et pour comprendre du coup l'ensemble de l'histoire, c'est mieux d'avoir vu ça pour
pour pouvoir suivre quoi. Et faut pas m'en vouloir si j'essaye de rigoler de ce qui m'arrive, c'est juste une façon de dédramatiser les choses et tout, parce que en fait crois-moi que j'ai déjà pleuré des rivières plus que Justin Timberlake à ce stade, donc vraiment j'ai fait tout ce qu'il me fallait. Ah non, c'est pas lui qui pleure dans la chanson. C'est Britney? On s'en fout, mais bref, tout ça pour dire que voilà, j'essaye là de rendre ça digeste et rigolo et voilà, d'en faire quelque chose comme d'habitude. Donc faut pas se sentir choqué si je raconte des dingueries avec le sourire. Ma vie est une dinguerie continue de façon générale. Donc voilà, comment te dire que quand je raconte un trauma sur les milliers que j'ai pu vivre au sein de mon foyer, et ben il y a déjà des personnes qui sont là en mode « Oh mon dieu, mais on dirait une série Netflix !» Alors que chérie, si tu savais, si tu savais. À chaque fois ça me fait rire, tu vois, des fois tu racontes juste une anecdote de ta vie et t'as déjà des gens qui s'effondrent en mode genre ah mais moi, ah non mais moi je me serais suicidée, et t'es là genre à ton avis qu'est-ce que j'ai dans la tête? Déjà si t'as cette réaction parce que je te raconte un événement, mais t'imagines si je te raconte tout le fil? Non mais à la fin de l'histoire c'est bon, tu sautes d'un pont et c'est fini. Donc voilà, j'essaye de rendre ça ludique, pédagogique, et puis c'est mon problème, hein. C'est moi qui l'ai vécu et du coup j'en parle comme je veux, et si j'ai envie d'en rire et de trouver ça pas grave ou de trouver ça drôle ou de lui donner un sens, et bah c'est bien mon problème. Donc voilà, s'il y a des personnes qui ont traversé des choses similaires et qui n'ont pas du tout réagi de la même manière que moi, merci de juste respecter l'humanité de chacun chacune et juste la façon qu'on a tous et toutes de réagir face aux événements, même si ce sont des événements la plupart du temps assez tristes. Tout a donc commencé fin mars 2024. Il faut savoir que ça fait quelques années que mon père tombe malade assez gravement, de façon chronique. C'est quelqu'un qui a toujours été malade. Quand je suis née, mon père avait déjà des problèmes de santé liés à son cœur, et quand j'ai eu 4 ans, il a fait 2 infarctus à 6 mois d'intervalle. Et pour l'histoire, il faut comprendre que dès mon plus jeune âge, donc quand j'avais 4 ans, mon papa me disait que s'il a failli mourir, c'était à cause de moi, puisque son argument était de dire qu'il était dans la voiture, que nous on était derrière avec ma sœur en train de hurler, et que nos hurlements l'ont tellement stressé que ça a failli le faire mourir. Je raconte ça plus précisément dans cette vidéo, et donc je te laisse imaginer les séquelles psychologiques que ça fait sur un enfant de lui répéter toute sa vie dès son plus jeune âge que c'est sa faute si papa a failli mourir, et en plus de ça, il est toujours malade, parce que c'est pas juste qu'il a failli mourir et qu'après il est redevenu comme avant. En fait, il est resté malade à vie, il a perdu son travail. À partir de là, il est resté en fait enfermé à la maison, et il a fait une grosse chute de manière générale de sa vie, quoi. Tout s'est arrêté pour lui, et donc forcément, ça a été un coup dur pour lui, et moi, j'ai grandi avec ce monsieur qui me répétait sans cesse tous les jours que si je ne faisais pas ce qu'il me disait, si je ne lui obéissais pas au doigt et à l'œil, et si juste je ne me laissais pas dresser comme un chien, quoi, et ben c'est que je voulais qu'il meure. Donc forcément, toi t'as 4 piges, t'as pas envie que papa il meure, donc tu l'obéis au doigt et à l'œil comme le chien que tu es. J'utilise cette image parce que c'est comme ça que je me voyais, c'est comme ça d'ailleurs qu'a défini ma première psy le rapport que j'avais avec mon père. Elle a défini ça comme un rapport de dressage. Elle a clairement dit que mon père voyait l'éducation comme un genre de dressage, et que en gros j'étais bourrée de réflexes pavloviens. Donc je sais pas si tu connais, mais l'expérience de Pavlov, c'est en gros ils ont fait des expériences il y a quelques décennies sur des chiens où en fait on faisait sonner une cloche en même temps qu'on donnait une gamelle à manger à un chien, et en fait à chaque fois qu'on donnait la gamelle, on sonnait la cloche. Ce qui a créé un réflexe pavlovien du coup. Le chien, à chaque fois qu'il entend la cloche, il se met à saliver parce qu'il pense qu'il va manger. Et le truc, c'est que même quand tu lui donnes pas de gamelle à manger, il va quand même saliver parce que juste le son de la cloche lui a créé un réflexe. Et donc c'est comme ça que fonctionne le dressage, c'est-à-dire qu'on va imposer un acte en l'associant à un stimuli, et moi c'est comme ça que je fonctionnais dans ma famille, c'est-à-dire que le stimuli c'était les ordres de mon père ou n'importe quoi, un regard, une respiration, un geste, et dès qu'il y avait ce stimuli là, moi je réagissais comme le toutou que j'étais à ce moment-là de ma vie, parce que je me sentais vraiment comme ça, j'avais vraiment l'impression d'être un objet, un truc j'étais pas une personne quoi, j'étais là pour le service de quelqu'un, je devais me soumettre à quelqu'un, et donc cette psy m'avait dit du coup que j'avais beaucoup de réflexes comme ça, que genre dès qu'il y avait un stimuli, bam, j'avais une réaction liée à ça. Un exemple concret, j'étais tellement convaincue que c'était ma faute que mon père allait mourir que pendant des années je ne pouvais pas entendre les sirènes d'une ambulance sans partir de chez moi pour aller le voir lui chez lui. Parce que ça aussi c'est un truc que j'ai pas encore précisé, mais mes parents se sont divorcés quand j'étais assez jeune. Ils ont divorcé dans le même quartier, c'est-à-dire que j'habite à 2 rues de là où habite mon père encore actuellement. Et donc quand j'étais gamine, à partir de mes 7 ans, dès que je pensais
qu'il y avait une raison de croire que mon père était mort, comme les sirènes d'une ambulance, eh ben je partais en courant de chez moi, tac 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 tac, pour aller chez lui et vérifier qu'il soit en vie. Je te laisse donc imaginer comment se développe le cerveau d'un enfant qui vit ça quotidiennement, sachant que je ne t'ai pas parlé des autres maltraitances que j'ai subies de la part de cet homme, mais bref, c'est parti vraiment de cette idée que c'est ma faute si papa a failli mourir et donc toute ma vie, je vais devoir m'assurer que lui aille bien. Forcément à mon détriment. Il faut savoir que malgré le fait que mes parents se soient divorcés, je suis toujours restée en étroit contact avec mon père. Pendant plusieurs années, je dormais dans son appartement avec ma sœur, etc. Et à partir de mes, je dirais... 13-14 ans, j'arrêtais de dormir chez lui, mais je le voyais très très fréquemment, au moins 3 fois par semaine, et je l'appelais tous les jours. Donc vraiment une relation très étroite, même s'ils n'étaient plus ensemble. Pendant toutes ces années-là, la maltraitance a continué, sachant que moi personnellement, j'ai vécu une maltraitance qui n'était pas que dans le mauvais côté, c'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont juste détestables avec leurs enfants de façon continue, ils ne leur donnent jamais d'amour, jamais d'affection, jamais de mots tendres, etc. Alors que moi, j'avais les deux, c'est-à-dire que j'avais de la violence et de l'amour derrière, et c'était un cycle qui se répétait sans cesse, j'entendais tous les jours à quel point j'étais aimée, à quel point j'étais une personne importante, etc., tout en étant violentée au même temps. Donc ça crée des signaux mixtes où tu interprètes que l'amour va avec la violence et que du coup, tu passes toujours d'un état à l'autre où ça va bien, ça va plus, ça va bien, ça va plus, ça va bien, ça va plus, et ça c'est quotidien. Quand j'ai eu 18 ans, j'ai été envoyée dans une association pour victimes et auteurs de violences domestiques parce que j'ai fait savoir à ma mère que en gros j'allais tellement mal et que mon père me faisait tellement souffrir que j'avais des pensées extrêmement sombres à son égard et à mon égard aussi. Et ma mère a trouvé ça péché, elle a eu peur que j'ai des pensées comme ça concernant mon père, et là j'en parle pas ici de façon explicite parce que je vais en parler dans une autre vidéo, mais on est beaucoup de personnes maltraitées à un moment donné tellement plus en pouvoir que en fait on a l'impression que la seule issue c'est la vengeance ou c'est le suicide ou c'est le fait de faire un genre de disparition collective ou j'en sais rien, enfin bref, les survivants me comprennent et pourront donner des exemples de ce genre de pensée, mais voilà, je te laisse imaginer ce qu'on peut avoir dans la tête quand ça fait 18 ans que la personne qui a généré notre vie en partie nous pourrit cette existence quotidiennement et nous donne la sensation qu'on pourra jamais avoir une vie à nous, quoi. Du coup, pendant ces années de thérapie, j'ai justement appris qu'en fait j'avais le droit d'exister comme un individu à part entière, que en fait c'est pas parce que moi j'allais prendre un chemin qui n'était pas celui que lui avait décidé pour moi que ça signifiait qu'il allait mourir ou quoi que ce soit. Donc vraiment ces premières années en psychothérapie m'ont vraiment aidée à réaliser que j'étais un individu, que j'avais le droit d'exister, qu'en fait j'avais une identité indépendamment de celle que m'imposait mon père. Sachant que, petit détail intéressant, je porte le prénom de sa propre mère. Pour aussi comprendre cette histoire, il faut savoir que mon père a des problèmes psy. C'est quelqu'un qui a clairement des troubles mentaux non diagnostiqués et je l'ai compris assez jeune puisque dès mon plus jeune âge, je voyais bien que mon père avait des sautes d'humeur, des moments où il avait des amnésies, des moments où en fait il oubliait complètement que je l'avais vu, etc. Donc il avait vraiment un comportement qui n'était pas normal et que j'avais déjà identifié comme étant probablement issu d'un trouble, quoi. Enfin, moi, quand j'étais gamine, je disais déjà aux gens que mon père était malade, mais pas que du corps. Et adolescente, j'avais déjà essayé de contacter son médecin généraliste pour qu'il m'explique ce que mon père avait dans la tête. Faut savoir que pendant ces années-là, je lui donnais ses médicaments tous les jours. Il avait un pilulier et du coup, le matin, je lui donnais tous les médocs qu'il prenait. Il en prenait bien une dizaine par jour. Et en grandissant, justement, vers cette étape de l'adolescence, j'ai commencé à me renseigner sur les médicaments que je lui donnais. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait il prenait des antidépresseurs, qu'il prenait du Xanax, qu'il prenait des traitements en fait qui avaient un lien avec sa tête et pas avec son corps. Pourtant il n'était pas suivi ni par un psychiatre ni par un psychologue, il n'avait que des médecins qui s'occupaient de son corps et lui a toujours revendiqué le fait d'être clair d'esprit alors que clairement il ne l'a jamais été. Je suis désolée pour les bruits de travaux qu'il y a autour de moi, j'ai vraiment pas d'autres moments pour filmer cette vidéo donc voilà, on fera avec, mais tout ça pour dire que j'avais déjà compris assez jeune que le comportement de mon père violent ne s'expliquait pas seulement parce que c'est un vieux monsieur espagnol du nord de l'Espagne né en 1947. Effectivement, ça explique une grande partie du problème, mais pas que.
Quand forcément la société autour est merdique, crée des profils de gens merdiques et qu'en plus de ça, à l'intérieur, ces personnes n'ont pas des ressources pour déjà aller contre ce que la société a fait d'eux et en plus de ça, pour se comprendre, parce que forcément, j'imagine que mon père, pour en arriver au point où il en était à ce moment-là de sa vie, c'est qu'il a dû beaucoup se négliger, il a dû beaucoup se faire de mal lui-même et ne pas être à l'écoute de ses propres besoins. Donc c'est quelqu'un qui non seulement était le produit de sa société, forcément, mais aussi qui vivait intérieurement énormément de douleur et qui la vit toujours, puisque là je te parle d'il y a 20 ans, mais en fait cette situation a perduré encore maintenant. Et donc voilà, tout ça pour dire que déjà moi, adolescente, j'avais mis le doigt sur le fait qu'il n'était pas juste violent, mais qu'il souffrait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a sauté aux yeux très très tôt. Revenons donc au moment où je vais en thérapie. Entre mes 18 et 23 ans, je suis suivie au même endroit. Puis l'année 2020 du coup arrive, j'ai donc 23 ans et je vis le pire traumatisme de ma vie, qui est donc l'assassinat de mon cousin Germain. Et cet épisode m'a menée à l'hôpital psychiatrique parce que bah voilà, tous les problèmes que je traînais depuis l'enfance ont juste ressurgi fois 10 000 lors de cet événement. C'est à l'occasion donc de ce passage à l'hôpital que j'ai commencé à comprendre que ça faisait 5 ans qu'on m'étudiait la tête, qu'en fait il y avait des mots pour expliquer le comportement que j'avais et que ces mots-là c'était notamment syndrome anxio-dépressif, troubles borderline, troubles liés à l'alimentation, ce genre de trucs. Bref, en gros, il y avait des mots qui expliquaient mon comportement. Et pareil, j'ai assez vite compris que, mince, moi, j'ai les ressources et les outils pour savoir ce qui m'arrive, mais probablement que mon père les a pas eus au même âge et que c'est ça qui l'a mené à devenir qui il est devenu aujourd'hui. Voilà, ça c'était un peu mon interprétation. Donc il y avait vraiment toujours cette idée d'empathie derrière, de se dire, mais en fait, c'est une personne qui souffre avant tout, c'est une personne qui réagit avant tout à ce qui lui arrive et qui est très immature finalement, parce que quand on parle d'immaturité concernant un adulte, c'est pas pour l'infantiliser et le rendre innocent et le rendre tout doux comme un agneau, c'est juste parce qu'en fait c'est dangereux l'immaturité des adultes. En fait on peut être mature sur plein d'aspects et immature sur plein d'autres, et pour peu que tu sois en position d'être violent, de posséder des armes, d'avoir une position dominante, etc., ton immaturité peut effectivement mener à la mise en danger d'énormément de personnes, voire à la mort en fait. Donc ouais, j'avais déjà compris que mon père était sacrément ravagé, que en fait il était très blessé et que probablement une grande partie de lui était profondément bloqué dans le passé, quoi, dans un passé que je n'ai jamais connu, voilà, qui m'est absolument flou et incompréhensible, quoi. Il faut savoir que dans toute cette période-là, avant l'année 2020 et ce fameux assassinat, j'avais déjà fait l'expérience de couper les ponts avec mon père pendant 1 an. Et ça, c'était vraiment genre la chose au monde que je n'imaginais jamais faire. Enfin, genre, pour moi, j'allais mourir avant de pouvoir faire un truc pareil, parce que j'étais condamnée à être le chien de mon daron. Genre, pour te donner un exemple, lui, il disait que j'irais jamais en Colombie tant qu'il serait vivant, parce que là-bas, il y avait que des putes, des drogués, des narcos, etc., et qu'on allait me kidnapper, ce genre de truc. Donc moi, j'ai vraiment grandi... Mais j'étais sûre que c'était vrai, c'est-à-dire que j'étais convaincue que j'allais jamais pouvoir aller en Colombie, que j'allais jamais pouvoir... Enfin, pour les personnes qui savent pas, ma mère, en fait, est colombienne, c'est pour ça, et j'ai été élevée par ma famille du côté maternel, ici en Suisse. Donc en fait, j'ai un grand lien avec la Colombie, puisque ma grand-mère m'a élevée, ils l'ont ramenée quand j'ai eu 2 mois, exprès pour qu'elle m'élève, parce que mes 2 parents travaillaient en restauration et hôtellerie, et du coup ils pouvaient pas s'occuper de moi, et donc ils voulaient pas me mettre à la crèche, ils m'ont mis avec ma grand-mère, et du coup elle m'a élevée de mes 2 mois à mes 15 ans. J'ai aussi vécu avec des cousins, j'ai vécu avec ma tante pendant 11 ans, donc voilà, je suis très proche de ma famille en Colombie, qui entre-temps du coup est reparti, et mon père me disait que je les reverrais plus jamais, etc. Et pour lui c'était vraiment très réel, donc pour moi aussi. J'avais coupé les ponts pendant un peu plus d'1 an environ, et la culpabilité des catholiques, le côté latino de la famille, etc., c'est ton père, il faut que tu ailles le voir, ça reste ton père, etc., fait que j'avais du coup renoué avec ce monsieur. Les années sont donc passées. À partir de ce moment-là, je gérais la relation avec mon père à distance, c'est-à-dire que j'acceptais de le revoir, mais que en présence d'autres personnes et à l'extérieur. Je ne voulais plus aller dans son appartement et je ne voulais plus le voir seul, parce que c'est dès qu'on se retrouve tout seul qu'il se permet de faire des choses qu'il ne se permet pas, ou peu, ou moins disons, quand on est à l'extérieur ou en présence d'autres personnes. Pendant quelques années, j'ai géré le truc un peu à distance comme ça, en mode ok on se voit, mais on se voit en groupe, on se voit tout le temps dans un lieu public où il y a des gens et tout machin, et puis ça se passait plus ou moins bien, un peu bancal mais ça va. Le truc c'est que forcément le temps passe, mon père est assez vieux, on a 50 ans d'écart, parce que quand je suis née, du coup, il avait 50 ans. Et ça fait que, forcément, l'impact,
le décalage générationnel a rajouté au problème, où mon père du coup a commencé à être de moins en moins apte à prendre soin de lui. Et je te laisse imaginer ce genre de profil qui commence à avoir besoin d'aide extérieure, à quoi ça peut ressembler. Il n'a jamais admis qu'il avait besoin d'aide, et ça déjà quand j'étais enfant. Et encore moins d'aide psychologique. Et là, forcément, avec les années qui passent, avec le corps qui se détériore, etc., c'était toujours plus dur de lui faire remarquer que il vieillissait, qu'il était en train de devenir de moins en moins autonome, et que forcément il fallait chercher des solutions, des aménagements, parce que non, ses filles n'allaient pas s'occuper de lui, et encore moins celle qu'il a le plus maltraitée toute sa vie, c'est-à-dire moi. Pour moi c'était clair et net, et ça c'était le travail de la thérapie, que non, je n'allais pas m'occuper de mon vieux père, non, je n'allais pas mettre ma vie entre parenthèses pour lui, parce que ça aussi c'est quelque chose qui m'a mis dans la tête toute la vie. Toute la vie il m'a répété tu vas pas mettre papa dans un EMS, c'est l'équivalent des EHPAD en France, donc il disait tu laisseras jamais ton père pourrir dans un EMS, tu vas t'occuper de papa toute la vie, hein, tu vas t'occuper de lui toute la vie, toute la vie, toute la vie, toute la vie. Donc moi j'étais vraiment lavée du cerveau avec l'idée que ma vie était condamnée à m'occuper de cet homme et à être là pour lui. Et donc grâce au travail de thérapie, j'avais réussi à mettre des limites et à me dire mais en fait non, là mon père est vieux, est de plus en plus malade, à ce stade il commençait à avoir des insuffisances rénales, et donc moi j'essayais de faire comprendre aux autres membres de ma famille déjà que moi je n'allais pas m'impliquer plus que ça dans la santé de mon père, et que surtout il fallait qu'il ait des aménagements et qu'il ait de l'aide, tout simplement parce qu'à ce stade ça commençait à devenir dangereux pour lui-même. Ça fait donc 4 ans que mon père chaque année est à ça de décéder, parce que du coup l'insuffisance rénale, pour les personnes qui ne savent pas, c'est quand les reins dysfonctionnent. Les reins sont les filtres du sang de notre corps, c'est-à-dire qu'en fait le sang, quand il reçoit des toxines, que ce soit des substances, que ce soit de la pollution, des choses qui sont mauvaises pour nous, et les reins ils vont filtrer le sang, ils vont retirer ce qu'il y a de mauvais, ils vont laisser ce qu'il y a de bon, et ça nettoie tout simplement, c'est la station d'épuration de notre corps, et à travers l'urine, on va évacuer donc toutes ces toxines. Quand on a donc une insuffisance rénale, les symptômes sont assez violents. Déjà, on fait de la rétention d'eau, ça veut dire qu'on peut avoir de l'eau qui s'accumule dans notre corps, et quand ça devient grave, ça peut s'accumuler dans des organes vitaux. La première fois que mon père a dû aller aux soins intensifs pour ce genre de choses, du coup, c'était l'année 2021. Ouais, c'est ça. En 2021, du coup, c'était genre 2 jours avant mon anniversaire. Il était à ça d'y passer, parce qu'en fait, ses poumons étaient remplis d'eau et qu'on savait pas que ça n'allait pas. Parce que justement, il normalise constamment son mal-être. À chaque fois qu'on le voit, il dit qu'il va très bien, qu'il se porte comme un chef, qu'il n'est pas vieux, qu'il est en pleine forme, alors qu'on le voit dépérir année après année. C'était un premier choc pour moi en 2021 de voir mon père aux soins intensifs, parce que forcément, ça me met face à une réalité dont j'ai toujours eu peur en tant qu'enfant, parce que quand j'étais enfant, je fantasmais la potentielle mort de mon père à cause de moi, vu ce qu'il me disait. Mais là, du coup, c'était réel. C'est-à-dire que là, en tant qu'adulte, c'est pas un fantasme, et en plus de ça, c'est toujours pas ma faute, mais là, c'est bel et bien réel. Il a failli mourir, et du coup, ça vient toucher un endroit très vif chez moi. À partir de là, je me suis dit que peut-être il comprendrait que cette maladie était importante à prendre en compte, vu qu'il avait déjà des problèmes cardiaques, vu son âge, etc. Et donc, j'avais espoir qu'il accepte une aide supplémentaire, une aide adaptée. Parce que moi je veux bien être proche aidante, mais bon, pour ça il faudrait déjà que je me fasse pas maltraiter continuellement, et ce depuis que je suis née, et de 2 surtout que je sois apte à le faire. Et en fait ni ma sœur, ni moi, ni ma mère, enfin personne n'est apte à vraiment prendre en charge la situation complexe de santé de mon père. Il a vraiment besoin de professionnels de la santé, et malgré ça, refus catégorique de recevoir de l'aide pour se soigner. Parce qu'en gros, il compte exclusivement sur le fait que nous, on le sauve sans s'en rendre compte. Je dis qu'il s'en rend pas compte parce qu'en fait, c'est pas conscient de sa part. C'est pas quelque chose qu'il fait volontairement. Je vois bien que c'est pas voulu, en fait. Mon père refuse de voir qu'il a besoin d'aide, et dès qu'on lui dit qu'il a besoin d'aide, il se rassure en disant que de toute façon il a ses filles et que ça ira très bien. Alors que ses filles n'arrêtent pas de lui répéter que non, ça ne va pas du tout, et que non, nous on n'est pas apte à l'aider. Il y a eu ce premier épisode en 2021, puis un deuxième en 2022, puis un troisième en 2023, et à chaque fois ça se produit de la même façon. Moi je garde mon père à distance, ma mère et ma sœur le côtoient plus étroitement que moi, sauf que quand elles voient qu'il va trop mal, elles peuvent rien faire, ou elles ne veulent rien faire, ça c'est à elles de le décider, mais en tout cas elles ne font rien, et je dis pas ça pour leur faire des reproches, c'est quelque chose qui est admis dans notre famille, c'est juste le fonctionnement qu'on a, parce que mon père est tellement violent que forcément
personne n'a envie d'aller lui dire en face là peut-être qu'il faudrait aller appeler une ambulance ou vous devez aller à l'hôpital parce que monsieur là ça va pas du tout, vu qu'il réagit très 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 mal au fait qu'on lui dise qu'il est vieux et malade. Je comprends donc tout à fait ma soeur et ma mère de ne pas réussir à le confronter vu l'agressivité dont il peut faire preuve, mais du coup forcément ça me retombe dessus. Puisque je finis par comprendre à chaque fois que soit ça fait une semaine qu'il s'est pas levé du canapé, qu'il pisse dans une bouteille et que là ça commence à devenir inquiétant, ou qu'il a oublié d'éteindre les plaques de sa cuisine et ça fait que du coup c'est les voisins qui doivent descendre chez lui pour lui dire qu'en fait il y a presque le feu alors qu'il est dans l'appartement et qu'il s'en rend pas compte, etc. Donc forcément moi quand je commence à avoir ce genre de choses qui arrivent à mes oreilles, t'imagines bien que distance ou pas, bonne relation ou pas, ouais, faut que je fasse quelque chose pour mon daron, parce que je pourrais tout simplement me dire « Ah, ça fait une semaine qu'il pisse dans une bouteille !» Mais je m'en bats complètement les couilles. Non. Alors oui, idéalement, mais comment te dire que c'est quand même plus compliqué que ça. Y a que les personnes qui vivent ce genre de relation qui peuvent comprendre à quel point c'est complexe. Donc forcément, chaque année, qui c'est qui se tape le sale boulot ? Caro. Et donc c'est toujours la même chose, je vais le voir, papa tu as besoin d'aide, lui qui m'insulte parce qu'il refuse de voir qu'il a besoin d'aide, qui commence à me faire des reproches pour en gros me dire que s'il va mal, c'est pas parce que son corps est malade, non, c'est parce que je suis ça et que j'ai pas fait ça et que machin, bref, donc je me prends une douche de merde à chaque fois, ce qui est très stressant, très réactivant sur les traumatismes, etc. Et donc ça se passe toujours mal. Par exemple, en 2022, je me suis fait tellement insulter que ma mère a dû m'enfermer dans le balcon pour pas que j'agresse mon père verbalement notamment, et j'ai dû appeler une ambulance qui m'a proposé de ramener les flics tellement ils sentaient que ça hurlait autour de moi, parce que forcément voilà, t'imagines bien les foyers comme ça part assez vite en couille, et donc voilà, c'est toujours extrêmement anxiogène, extrêmement stressant, des grosses crises, et c'est toujours pareil, les ambulanciers arrivent, mon père dit qu'il n'a pas besoin d'aide, mon père dit qu'il va très très bien, et si seulement ça s'arrêtait là, imaginons qu'ils disent juste « non, je ne veux pas être hospitalisé, non, je ne veux pas être soigné ». Très bien, les gens ont le droit de ne pas vouloir se soigner, les gens ont le droit de ne pas vouloir recevoir de l'aide. Par contre, nous sommes dans un contexte très précis dans lequel ils ne se contentent pas de refuser les soins. Ils refusent les soins médicaux et ensuite nous demandent à nous d'être présente à travers la violence. Et ça crée vraiment des dynamiques de merde parce que ma mère a été violentée par cet homme, ma sœur a été violentée par cet homme, moi j'ai été violentée par lui. Donc forcément, prendre des bonnes décisions, être lucide, savoir quoi faire, c'est toujours extrêmement difficile dans ces situations-là. Et quand tu vois quelqu'un qui souffre et qui va potentiellement mourir et qui n'est pas en capacité de s'auto-évaluer, qui n'est pas en capacité de prendre des décisions pour lui ou elle-même, forcément, si tu aimes cette personne malgré tout, eh ben t'essayes de l'aider. Mon père n'a du respect que pour les hommes, donc les ambulanciers ont joué un peu sur cette carte en 2022 pour lui dire écoutez, voilà, on comprend, c'est un peu difficile en tant qu'homme de nanani nanana, mais vous inquiétez pas. Bon bref, ils ont réussi à le convaincre d'aller à l'hôpital. Et pareil, chaque année c'est la même chose, quand moi je vais le visiter, je me prends une douche d'humiliation et d'insultes, que ce soit devant ma copine, que ce soit devant des infirmières ou devant des médecins, parce que voilà, s'il va mal, c'est de ma faute, comme d'habitude. Je te laisse imaginer ce que ça fait du coup de mon côté en termes de montagne russe émotionnelle, bref, c'est forcément quelque chose de très difficile à traverser, et ça a été chaque année depuis 2021. Ce qui nous mène du coup à 2024, en mars plus précisément, j'ai ma sœur qui accompagne mon père chez le néphrologue et qui m'annonce que ses reins fonctionnent à 11% de leur capacité. Avec cette nouvelle, j'ai fait une petite recherche Google assez rapide pour savoir qu'est-ce que ça représentait, des reins qui fonctionnent à 11% de leur capacité, et en faisant vraiment des liens assez basiques entre son âge, ses autres problèmes de santé et le pourcentage rénal qui fonctionne encore dans son corps, tu fais une petite conclusion assez rapide de « Ah, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre là visiblement », parce que quand tu regardes un peu comment se passent les dialyses, parce que du coup pour les personnes qui savent pas, une dialyse c'est en gros un procédé médical qui vise à nettoyer le sang à travers une machine et non grâce aux reins, et pour pouvoir se faire il faut un certain temps parce qu'il faut tester ton cœur, il faut te poser un dispositif particulier dans les veines qui fait qu'après tu peux te connecter à cette machine et que ton sang se lave, etc. Donc voilà. J'étais en train de me renseigner et en voyant l'âge des personnes qui témoignaient et les critères diagnostiques, etc., bah, tu vois bien qu'une personne de son âge, avec son passé médical et le fait qu'il ne peut pas être greffé, forcément ça n'annonce rien de bon.
Les membres de ma famille étant des professionnels du déni, et je le dis à nouveau avec tout l'amour du monde, je ne dis pas ça pour les incriminer, c'est juste voilà la réalité de ce qui se passe chez nous, bah forcément tout le monde a décidé de croire que mais non, mais ça va aller, mais regarde, il y a des gens qui survivent encore 5, 10 ans, et puis il y a les greffes et les machins. Puis moi j'étais là, non, 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 il est trop vieux, il ne peut pas être greffé, et puis 11% ça représente ça, donc en fait là ça va faire comme ça, enfin genre bref, dans ma tête j'étais en mode c'est bon, ça y est, c'est la fin du monde. Et j'essayais de relativiser en me disant non mais Caro, tu sais que t'as des troubles anxieux, tu sais que t'as du genre paranoïaque, en plus t'as le traumatisme en lien avec la mort de ton père, donc c'est peut-être ce traumatisme qui parle à ta place, etc. Genre calm down, arrête de t'imaginer le pire. Et donc j'ai essayé quand même de prendre les devants et depuis fin mars d'essayer de faire comprendre à mon père que là la situation était vraiment grave. Évidemment ça n'a servi à strictement rien, mais quand je te dis strictement rien c'est que vraiment ça rentrait par là, ça sortait par là. Déni, déni, déni. Mon père à chaque fois que je lui répète papa, une insuffisance rénale terminale, parce que 11% de fonction rénale c'est une insuffisance rénale terminale. Il y a plusieurs stades d'insuffisance rénale et le terminal a priori c'est celui qui t'amène au cimetière. Donc j'essayais un peu de lui dire là il faut vraiment que tu acceptes de l'aide à la maison. Il faut que quelqu'un puisse venir te voir tous les jours et checker ta tension, checker que t'es pas tombé, que t'as pu manger, etc., que tu t'es pas déshydraté, etc. Et donc c'est un non catégorique, toujours pas, mais en parallèle il nous demande tout le temps d'essayer d'être là pour lui, donc c'est très très complexe parce qu'il ne veut pas d'aide du corps médical mais de ses filles avec qui il ne s'entend pas bien, enfin moi notamment. Bref, un bourbier. Et donc moi j'ai eu un petit coup de motivation où je me suis dit mais tu sais quoi Caro, c'est pas grave, accompagne ton père chez le médecin, tu connais cette situation, tu vas être là pour lui, il faut le voir plus souvent, il faut que tu sois présente. Donc vraiment je me suis remis ma petite cape de super-héroïne et de sauveuse qui va être là pour son daron. Et du coup voilà, je l'accompagnais environ toutes les 2-3 semaines chez le néphrologue pour voir comment avançait la situation. Et c'est là que la vraie tartine de caca commence à se former, parce que t'imagines bien que, bon, des tartines de caca, j'en mange un petit peu depuis toujours, vu le contexte dans lequel j'évolue depuis enfant. Mais là, je dirais qu'à partir du mois de mai, c'est complètement parti en vrille, parce que déjà, il y a eu le choc de réaliser qu'en fait, ben là, il était malade d'une manière qui était très grave et que probablement, il fallait se préparer au fait que peut-être il allait nous quitter bientôt. Donc déjà, premier événement un peu dur à encaisser, en fin mars. Ensuite, il y a eu un événement, je vais pas pouvoir trop rentrer dans les détails là-dessus, mais en gros... Il y a eu des réactions dans mon foyer qui ont été très violentes et qui ont manqué du coup de m'atteindre mon intégrité physique. Alors, ça a réactivé un tas de très beaux souvenirs, n'est-ce pas? Et du coup voilà, j'avais pas besoin de ça en plus du fait de devoir encaisser la nouvelle concernant la santé de mon papa. Droit derrière, du coup, je continuais de l'accompagner chez le médecin et de le voir être toujours plus dans le déni et toujours plus malade, puisque à chaque rendez-vous, le médecin lui disait que ses reins se dégradaient de façon extrêmement rapide et que en fait, il n'avait même pas le temps de faire toutes les procédures nécessaires pour être dialysé, puisque là, vu juste les bilans sanguins et les analyses de son corps, et ben en fait là il lui restait que quelques semaines quoi. Il avait même pas quelques mois devant lui pour espérer du coup faire ses dialyses. Je le vois maigrir, je le vois vomir, je le vois tomber, enfin il y a des choses voilà qui m'inquiètent de plus en plus et c'est très très dur en fait quand la personne en face vraiment est dans un refus catégorique de voir la réalité, et donc forcément ça crée des situations très contradictoires dans lesquelles on essaye d'être nous un pied dans la réalité et en même temps il y a une grande partie de nous qui appartient à ce délire généralisé de déni, tu vois, contre lequel je me bats. D'ailleurs, c'est bien pour ça que ma chaîne est ce qu'elle est. Je crie ma vérité, en fait, depuis 9 ans en ligne, parce que je vis au milieu du déni. Et donc, voilà, Internet a été un peu pour moi... la porte de secours pour que je puisse raconter les choses telles que je les vois, telles que je les vis et telles que je les ressens pour de vrai quoi. Donc je continue d'aller au rendez-vous avec lui et tout, et on arrive à ce fameux vendredi, le dernier vendredi du mois de juin. Alors je sais plus si c'était genre le 27, le 28, bref, peu importe. Je l'accompagne et là le néphrologue encore une fois nous dit Monsieur Gonzalez, vos reins fonctionnent à 6% de leur capacité. Ça veut dire qu'entre mars et juin, il avait déjà perdu encore la moitié de ce qui lui restait comme fonction rénale. Donc très 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 inquiétant. Clairement, le néphrologue, depuis son grand bureau de bourgeois, ne s'assure absolument pas que mon père comprend vraiment les enjeux. Donc moi, je me retrouvais constamment dans ces putains de rendez-vous à faire le pigeon voyageur entre ce que disait le néphrologue, le traduire à mon père, expliquer au néphrologue que mon père était quand même un cas particulier parce qu'en fait, il se pose pas la question, hein, le médecin, de savoir si on est une famille fonctionnelle, si monsieur a d'autres problèmes en lien avec peut-être sa capacité de communiquer, par exemple. Non, non, il part du principe que c'est acquis et il
ne comprend pas qu'il a face à lui une famille un peu particulière. Par exemple, comme ce jour-là où il m'a dit « Mais jeune fille, il ne faut pas mélanger le soin et la famille. » Mais monsieur, est-ce que vous vous êtes posé la question déjà de si c'était une possibilité dans mon existence depuis que je suis née? Vous savez qu'il y a des familles dysfonctionnelles en fait qui viennent vous voir, des familles de gens qui font partie de catégories de la population qui peut-être n'ont rien à voir avec vous, monsieur. Vous savez, des personnes par exemple illettrées, analphabètes, qui ont du mal à s'auto-évaluer, des personnes qui ont des problèmes psy qui n'ont pas été diagnostiqués, des familles très dysfonctionnelles. Enfin non, ça, lui il est là, il parle dans sa barbe. Vous avez compris? Ok. Vous avez de l'appétit? Ok. Quand il demande à mon père s'il a de l'appétit et que mon père lui répond oui, je suis obligée d'intervenir pour lui dire bah non, en fait, il est pas capable de finir un putain de croissant. Et vous voyez pas qu'il vous ment, vous voyez pas qu'en fait il est pas cohérent, qu'il est... Et moi ça faisait des semaines que j'essayais de dire au néphrologue, mon père a besoin de plus qu'un suivi pour ses reins, il a besoin d'aide psychologique à ce stade. Si vous voulez prendre en charge son corps, il faut prendre en charge aussi sa tête, parce que ça sert à rien de prendre en charge son corps si monsieur est pas capable tout seul de prendre soin de lui, en fait, c'est juste un fait. Et donc j'étais très irritée ce jour-là quand il nous annonce ça, et j'ai pris une posture qui m'a fortement déplu, dans laquelle je n'ai pas eu d'autre choix que de parler à mon père dans le langage que j'ai toujours appris, c'est-à-dire agressivement, avec beaucoup de culpabilisation et des cris. Alors j'aurais pu ne pas faire ça, mais en fait justement, ne pas faire ça pendant tous ces mois, ça fait que mon père, il entendait les choses comme ça, là ça passe, ça sort, ça passe, et ça rentre pas. Et là, ce jour-là, parce que je lui ai parlé comme ça, en fait, comme ça daronne, en fait, littéralement, je me suis dit, je m'appelle Carolina comme sa mère, donc je vais lui parler comme si j'étais sa mère, et j'ai dû lui parler dans un registre hyper violent pour qu'il capte la gravité de la situation. Et bizarrement, tristement, bah, c'est ça qui l'a fait entendre à quel point c'était grave. Je vois que son regard change, qu'il regarde le médecin et qu'il lui dit « Est-ce que c'est vrai ?» Et le médecin lui dit « Oui, ça fait 3 mois que je vous répète les mêmes choses. » Et là, il me regarde et il est là « Mais attendez, vous êtes en train de dire que je vais mourir ?» Et on lui dit « Bah, si vous faites rien et si vous restez dans cet état-là, oui !» Donc là, il faut faire quelque chose. Il faut soit accepter de l'aide, soit aller à l'hôpital, se demander... Enfin, je sais pas quoi. Donc, en fait, la conclusion de ce rendez-vous, ça a été « Monsieur Gonzalez, si vous sentez ça et ça, ça veut dire que vous êtes en train de mourir, donc il faut appeler l'ambulance, d'accord? Vous avez compris? Si vous avez ces sensations, il faut appeler l'ambulance. » Vu tout ce que je t'ai raconté jusqu'à maintenant, t'imagines bien que, en fait, il pouvait lui dire ça autant qu'il voulait. Bah non, en fait, mon père est toujours pas capable de discernement par rapport à cet aspect-là spécifiquement de sa vie. Et donc, voilà, je le ramène chez lui en voiture, dans un silence de mort. Je vois qu'il a compris effectivement que là c'était grave et qu'il était en train de se mentir à lui-même depuis des mois. Et on arrive du coup au mardi 1er juillet. Pardon, ce n'était pas le 1er juillet, c'était le 2. Donc je l'attends au centre commercial comme à notre habitude pour prendre le petit déjeuner, sachant que ça faisait un certain temps que petit déjeuner que dalle parce qu'il avait tellement plus d'appétit qu'il mangeait rien. Je vois qu'il arrive très difficilement me rejoindre, qui prend beaucoup de temps, donc là je commence à sérieusement m'inquiéter, à me dire ok là voilà j'espère que ça va et tout machin. Je lui demande comment ça va au téléphone, il me dit que ça va très bien, et quand il arrive devant moi à la boulangerie du centre commercial, en fait je vois qu'il a tellement mal qu'il n'arrive pas à parler correctement, et donc là je commence à comprendre que peut-être c'est ça les fameux symptômes dont parle le médecin. Forcément, je commence à paniquer, mon cœur commence à s'activer, j'ai les mains moites, je stresse et je me dis ok, soit c'est moi qui panique, soit c'est maintenant, là, c'est les fameux symptômes qu'ont décrit le médecin, enfin qu'a décrit le médecin. Et donc je commence à paniquer, à demander à mon père mais t'as mal où? Et puis mais du coup est-ce que ça te gratte? Est-ce que machin? Donc je commence à lui poser plein de questions pour voir si c'est les fameux symptômes. Lui, à nouveau, mais arrête, mais ça va très bien, j'ai juste un peu mal. Alors qu'en fait il arrive même pas à finir ses phrases, peut-être parce qu'il gémit, parce qu'il a mal. Autour de moi ça s'agite, les employés de la boulangerie viennent pour voir qu'est-ce qui se passe parce qu'elles sentent qu'il y a une tension, elles sentent qu'il va pas bien, etc. Donc panique générale, je me rends compte qu'il faut absolument que j'appelle les urgences et c'est ce que je fais. Donc j'appelle d'abord l'hôpital pour demander si c'est nécessaire que j'appelle une ambulance ou si mon père a le temps que je le ramène, et clairement ils me disent non là c'est trop grave, enfin genre là c'est possible que chaque minute compte, donc on va vous envoyer une ambulance. Et comme d'habitude, comme les autres années, mon père ne supporte pas que j'appelle une ambulance parce que pour lui c'est une question d'argent. Faut savoir qu'ici en Suisse les thunes autour des assurances, des soins médicaux et tout, c'est toujours une galère, et en fait en gros quand t'appelles une ambulance tu payes la moitié du prix. Genre là une ambulance ça coûte 800 balles, bah nous on paye 400 sur les 800. Donc dans cette panique-là, mon père entend que j'appelle une ambulance, il commence à m'agresser parce qu'il parle d'argent en mode « Mais toi, t'as cru que j'avais de l'argent, banana, t'es comme ta mère, tu crois que moi, je suis le prince du Qatar, que j'ai de l'argent à vous donner,
parce qu'évidemment si j'appelle une ambulance c'est parce que j'ai besoin moi d'argent, ça n'a aucun rapport, enfin, là c'est là que tu vois qu'il est complètement zinzin. Donc lui il s'imagine que j'appelle une ambulance parce que je sais pas l'image qu'il a dans la tête, enfin probablement qu'il se dit ah elle a la flemme de m'amener à l'hôpital, elle préfère se dédouaner en appelant une ambulance, alors que genre frère t'es en train de crever en fait, et que si j'appelle pas une ambulance là tout de suite c'est quand en fait qu'on va le faire. À nouveau ça m'a mis dans un état de panique dans lequel j'ai adopté une posture que je déteste, celle où je suis agressive, méchante, où je parle mal, où je l'insulte, parce qu'en fait dans ma panique je suis obligée de lui faire fermer sa gueule et que le seul moyen pour le faire c'est d'adopter son attitude, et en fait effectivement ça marche, il la ferme, mais en même temps moi bah c'est me trahir moi-même que de me comporter comme ça, puisqu'en fait ça fait bah du coup 9 ans aussi, non seulement que j'ai ouvert cette chaîne mais que je suis en thérapie, et donc je fais tout pour me débarrasser de ce vestige dégueulasse qui me pourrit la vie. Les ambulanciers arrivent et là pareil je leur dis ce qui est en train de se passer, etc. Ils emmènent mon père et là on m'explique qu'en fait il faisait une hémorragie interne. Je lui ai donc factuellement sauvé la vie, sauf qu'en fait mon père ne veut pas vivre, et ça fait des années qu'il ne veut pas vivre, sauf qu'en fait plutôt que de juste ne pas vivre dans son coin, il veut ne pas vivre devant moi, la personne qui l'a traumatisé toute sa vie avec sa potentielle mort et à qui il a lavé le cerveau pour le sauver constamment. Est-ce que tu vois le vice du truc? Parce qu'effectivement, moi, qui suis-je pour sauver une personne qui ne veut pas vivre? S'il ne veut pas que j'appelle d'ambulance, je peux ne pas appeler d'ambulance, mais qu'est-ce que je fais moi en tant qu'enfant qui, face à son père qui est en train de mourir, est censé faire quelque chose? J'étais censée faire quoi? Lui dire ah bon tu veux pas une ambulance? Bah pas de souci, allez au revoir, et puis le laisser là? Et puis que du coup il décède dans un putain de centre commercial alors que j'aurais pu faire quelque chose pour l'aider, alors que j'ai été littéralement programmée toute ma putain de vie pour le sauver? Genre c'est littéralement pour ça que j'ai été moulée. Genre si j'étais une madeleine, le moule dans lequel j'aurais été fait, ça aurait été ça aurait été sauve ton père. J'aurais eu la forme d'écriture de, tu vois comme les petites pâtes là, les lettres que tu manges là dans la soupe, bah voilà j'aurais été ça. Je pense aux madeleines parce que c'est son petit déjeuner préféré, bref. Et là tu pourrais te dire mais bravo tu lui as sauvé la vie, tant mieux il a été sauvé in extremis. Mais non, ça ne s'arrête pas là, sinon je ne te raconterai pas cette histoire ici maintenant avec ce titre quand même. Le jour même où il est donc hospitalisé, on m'appelle pour me demander si du coup je veux qu'il aille en intervention chirurgicale, sachant que peut-être il ne va pas se réveiller de l'anesthésie générale vu qu'il est vieux et malade. Et donc là, pour la deuxième fois de la même journée, je dois prendre la décision de sauver mon père alors qu'il ne veut pas vivre et alors que littéralement toutes les versions de moi qui ont souffert de cette relation n'attendent qu'une chose, c'est d'être enfin libérée de cette histoire. Et je sais que ça peut en choquer plus d'un que je dise ça comme ça, mais à nouveau, les victimes de violences extrêmes sur le long terme, dans le cadre privé qu'est la famille, etc., je pense que vous pouvez comprendre ce que ça fait comme sensation contradictoire de se dire je suis obligée, parce que j'ai des principes, parce que je suis un être humain, parce que j'ai des valeurs, de prendre soin de toi, mais en réalité, si ça ne tenait qu'à moi, ça fait bien longtemps que tu aurais disparu de mon existence, quoi que cela veuille dire. Il y a des raisons, quand tu souffres autant, de vouloir que ça s'arrête en fait, et c'est pas mal de le penser, c'est juste des... C'est même un signe de survie. En fait, penser ce genre de choses quand on subit ces violences, c'est une façon de survivre, c'est une façon de se dire je peux encore encaisser un traumatisme en plus parce qu'un jour ça va s'arrêter, parce qu'un jour cette personne va disparaître, parce qu'un jour j'aurai la paix. Et si c'est pas cette personne, ce sera moi ou ce sera tout le monde, j'en sais rien, mais c'est des pensées qui nous aident en fait, comme la pensée de se suicider. Alors oui, ça peut être choquant d'imaginer ça, mais beaucoup de victimes de traumatismes graves ont survécu à leur traumatisme parce que l'idée potentiel que le suicide était une option permet de traverser le trauma en se disant au pire, si je meurs pas là, je pourrais en finir moi-même. Donc ce sont des pensées qui certes, même si elles sont très graves et très dangereuses, sur le moment nous permettent de survivre. Sauf qu'après quand on grandit et qu'on a toujours ces pensées-là et qu'elles ne sont plus valables parce qu'en fait on n'a plus besoin activement de penser à ces choses pour survivre, bah ça nous pourrit juste, ça nous fait juste du mal d'avoir encore ces choses à l'intérieur de nous. Et bah là c'est ça que je ressentais, c'est que j'avais à nouveau toutes les versions de moi du passé à cause du syndrome de stress post-traumatique, complexe qui plus est, vraiment toutes ces versions de moi qui remontaient constamment et qui disaient mais ça va jamais se terminer cette histoire, putain. Et quand je dis ça va jamais se terminer, je parle pas forcément de sa vie à lui, je parle du lien qu'il y a entre lui et moi. Je parle de la posture dans laquelle moi j'ai toujours été mise, de celle qui doit sauver la vie de son père alors que son père la lui pourrit continuellement, quotidiennement, sur tous les aspects en fait, et depuis toujours en plus. Donc ouais, c'est très contradictoire, c'est très dur de prendre ce genre de décision, et donc forcément tu prends les bonnes décisions.
Sauf que tu te remets dans une posture qui te fait du mal. Donc il part en intervention chirurgicale. Ce soir-là, je suis absolument convaincue, mais vraiment, il y avait une partie de moi qui était sûre qu'il allait partir. Et le lendemain, je téléphone l'hôpital pour savoir comment s'est passée l'intervention, et on me dit qu'il a survécu, qu'il est stable, et que je peux venir le visiter. Et c'est très exactement ça que je ne voulais pas vivre. C'est très exactement le fait de voir mon père sur son lit de mort me rejeter à nouveau. C'est très précisément cette situation qui me faisait le plus peur au monde, que mon père soit aux portes de la mort et qu'il m'accuse d'en être la fautive, la coupable, la cause de pourquoi ça va mal, comme ça a toujours été le cas, puisque c'est comme ça depuis que je suis née, n'est-ce pas? Donc ouais, j'avais vraiment tout, sauf envie, d'aller voir mon père dans ces circonstances-là et de me prendre une douche de merde, et c'est très exactement ce qu'il s'est passé. J'ai quand même attendu une journée supplémentaire parce que je me suis dit, écoute, là ça doit être super dur à vivre de son point de vue, je pense que je peux rien attendre de lui très concrètement si je vais le visiter, mais je vais quand même aller le voir parce que, enfin, je veux dire, voilà. Pourquoi? Pourquoi je suis allée le voir maintenant avec le recul? Je te dis, j'aurais pu ne pas y aller, mais j'y suis allée à ce moment-là en pensant bêtement, tu sais, ce fameux truc de oui, mais peut-être qu'un jour, quand cette personne sera sur son lit de mort, elle dira qu'elle est désolée, peut-être qu'elle va me voir enfin telle que je suis, peut-être qu'elle va enfin me dire le je t'aime sincère que j'attends, parce que moi j'ai entendu des je t'aime toute ma vie, hein, mais c'est des je t'aime d'une version de moi qui n'existe pas. Mon père aime le moi de quand j'avais 3 piges, mais quand il me dit je t'aime, clairement il dit pas je t'aime à Caro de 2024, ni à toutes les Caros. Je pense qu'on peut dire qu'à partir justement des années 2000, toutes les versions de moi qui ont suivi entre 2000 et 2024 sont des versions obsolètes. Il ne m'a jamais vue, il sait pas qui je suis, c'est pas ce que je représente, donc à chaque fois qu'il me dit je t'aime, il dit je t'aime à mini Caro, et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il parle de lui continuellement à la 3e personne, parce que, et c'est pour ça que je te dis qu'il est vraiment fou au sens premier du terme, il ne me voit pas comme un adulte, il me voit encore comme une enfant, et justement, soit il a le side hyper haineux dans lequel en fait il imagine que je suis ma mère, ou que je suis toutes les femmes du monde, ou je sais quoi, soit il est dans le side sympa où il me voit comme une enfant, son bébé, mais il n'y a jamais d'entre deux. Soit il me déteste, soit il aime que la version de moi enfantine, quoi. Donc pareil, hein, ça crée des sacrés ravages dans le cerveau qu'est le mien, n'est-ce pas, toutes ces années. Et donc je me suis pris une première douche de merde le... attends, bah du coup si mardi c'était le 2, 3, 4... Donc le 4 juillet je suis allée le voir seule. Et voilà, je me suis pris une rafale dans la gueule de reproches, d'insultes, de oui mais tu crois que moi j'ai de l'argent à dépenser, toi c'est toi la victime de l'histoire, c'est toujours toi la fautive de machin, enfin bref il m'a dit plein de merde et tout, on s'en fout, j'ai même pas besoin de revenir là-dessus. Et donc ouais, très dur d'entendre des trucs comme ça dans ce contexte-là. Donc ce jour-là je suis restée que 15 minutes, je me suis levée et je suis partie. Et je me suis auto-gaslight en me disant, mais tu sais quoi, c'est normal, ça fait 48 heures qu'il a été opéré, il est triste, il est seul, nanana, les excuses, nanana, le machin comme d'habitude, tu sais pourquoi il est comme ça, tu sais que nanani, oui je sais, j'ai toute la théorie, je sais que c'est pas à moi qui parle, je sais que je dois pas le prendre personnellement, je sais qu'il est bloqué dans ses traumatismes, je sais. Et vu que je sais tout ça, c'est pas grave, j'y retourne cette fois avec ma sœur, et s'il y a ma sœur, quelques jours plus tard, bah peut-être qu'il sera différent. Eh ben toujours pas, c'était même pire. Et cette fois j'ai un enregistrement, je sais pas ce que je vais en faire dans ma vie de cet enregistrement. C'est des choses que j'ai fait assez jeune, d'enregistrer les conversations avec lui notamment, parce qu'en fait tellement personne me croyait, enfin, genre à chaque fois que j'essayais de parler de ce qu'il me faisait subir, tellement on me disait que c'était pas possible, genre j'enregistrais notre conversation pour montrer, pour dire mais t'entends là ce qu'il dit ou pas, genre ça c'est ce qu'il me dit, d'accord, genre je suis pas en train d'inventer, il m'a dit ça, écoute. Et donc là bah c'est ce que j'avais fait, quand je suis retournée avec ma sœur, j'ai pris le téléphone, j'ai allumé l'audio. Et puis du coup voilà, je suis restée cette fois 1 heure en présence de ce monsieur avec ma sœur à l'hôpital. Et pareil, cette fois la douche de merde, elle a pas duré 15 minutes, elle a duré 1h30 et elle était bien plus violente. Et cette fois, à la différence du jeudi qui a précédé, j'ai répondu, voilà. Et je me suis mise dans une posture que je déteste à nouveau, comme la fois où chez le néphrologue, bah, je me suis mise à lui hurler dessus. C'est tout ce que je déteste en fait. J'ai donc passé 1 heure à entendre encore plus d'horreur que ce que j'avais entendu le jeudi d'avant. Ma sœur s'est mise à pleurer tellement elle trouvait violent les choses qu'il était capable de me dire, et moi j'étais un peu en mode t'es au courant que ça, il me le dit déjà quand j'ai 12 ans, quand j'ai 8 ans, enfin ça c'est des trucs que j'entends depuis toujours, enfin genre t'es choquée, j'ai 27 piges, mais en fait ça fait des années que je dis qu'il me raconte ça. Donc bref, disons que quand même là tu vois qu'il y a une constante, il y a quelque chose qui n'a jamais changé, et ce truc qui n'a jamais changé c'est quoi? Ben c'est sa capacité de me haïr tout en m'aimant.
proportionnellement, c'est-à-dire que plus il m'aime, plus il me hait. Et c'est toujours comme ça en fait. Forcément, je ne suis pas fière de moi du tout parce que je me mets du coup à dire des choses que j'ai pas envie de dire, à agresser un vieux monsieur sur son lit de mort, alors que là en fait juste, si j'étais juste honnête avec moi-même, en fait là j'aurais juste dû arrêter de le voir tout court et juste j'ai fait ma part et à partir de là je ne peux plus faire plus. Mais voilà, j'étais encore en train de me convaincre à ce moment-là que je pouvais être présente parce que je sais, tu comprends, je sais, j'ai conscience. Et comme j'ai conscience de tout, et ben tout devrait être arrangé à partir de ma conscience. Sauf qu'en fait, non, on peut savoir des choses et sentir des trucs complètement opposés. C'est pas parce que pendant 9 ans, j'ai compris la violence de mon père, j'ai compris d'où ça venait, j'ai compris pourquoi, etc. machin, c'est pas parce que j'ai compris que mon corps, mes émotions, mes sentiments, eux, comprennent en fait. Parce qu'on n'est pas juste un fucking cortex préfrontal rationnel, lucide, capable de discernement. On est aussi plein d'autres choses en tant qu'être humain, notamment un monde d'inconscient, un monde de souvenirs, de traumatismes, de syndrome de stress, de machin, je sais pas quoi. Donc ouais, tout ce monde-là, en fait, je peux le savoir autant que je veux. Bah si je fais pas attention à ce que je sens, ça pète en fait. Et là c'est ce que je faisais, c'est qu'en fait je me rendais pas compte que depuis le mois de mars, je m'auto-administrais des doses de stress et d'anxiété massive et j'ai normalisé ça parce que je sais ce qui se passe. Et vu que je sais, du coup tout va bien. Je sais. Donc comme je sais, je peux ignorer mon corps. Alors que mon corps, ça fait depuis le mois de mars qu'il se nourrit moins. Mon corps, ça fait depuis le mois de mars qu'il a du mal en fait à fonctionner normalement, qu'il va moins au sport, qu'il dort moins bien, qu'il consomme plus de drogue. Donc ouais, mon corps envoie des signes que je décide délibérément d'ignorer. Tiens, ça rappelle quelqu'un. Tiens, est-ce que j'ai pas appris toute ma vie à me comporter comme ça et est-ce que je vais pas finalement finir par être comme lui à son âge si ce même genre de choses arrive? Parce que cette capacité d'être dans la négation de ce qu'on ressent, de ce que notre corps nous envoie comme signaux, et bah c'est ce qui a mené mon père à cette situation. Parce qu'il peut donc avoir une hémorragie interne avec des reins qui fonctionnent à 6% et me dire dans les yeux « je vais bien ». Quand même! Quel exploit! Franchement, s'il faut donner un prix Nobel du déni à quelqu'un, je pense qu'on a trouvé notre candidat favori. Suite à cette seconde douche de merde, je me rends compte en fait que ça va être très difficile de continuer d'accompagner mon père dans ce qui va suivre, parce que du coup, comme il a survécu, il va falloir maintenant qu'il fasse tous ces trucs de dialyse, qu'il se fasse poser la fistule, le machin, le truc, et tu imagines bien que moi, non, non, je ne vais pas passer 4 heures avec mon daron dans des centres de dialyse à l'entendre étaler son caca sur mon visage, dans mon cœur et dans mon âme. Non, je pense que là j'ai compris que on va peut-être éviter ça. Du coup j'ai pensé ça, je me suis dit il faudrait que je recoupe les ponts, mais tu comprends, quand même la situation, bah il va mourir, c'est pas parce qu'il a survécu que là c'est gagné, parce que bah voilà, l'espérance de vie d'une personne sous dialyse aussi elle est très basse, il ne peut effectivement pas être greffé, donc bon, dans tous les cas, il a été sauvé in extremis, mais ça va continuer d'être la merde, et vu comment ça commence maintenant, j'ai pas envie de savoir ce que ça va donner plus tard. Donc je me suis quand même interdit l'idée de recouper les ponts parce que, tu comprends, je suis une adulte, je suis capable de handle la situation et donc j'ai continué d'être dans le déni de ma propre détresse émotionnelle. Et d'ailleurs, le jour où j'ai sorti la vidéo Un point de non-retour, celle dont j'ai parlé au début, bah c'est ce jour-là, ce jour où je me suis pris 1h30 d'insultes de la part de Monsieur Gonzalez. Donc voilà, je publie cette vidéo, je vois qu'il y a un élan absolu de solidarité envers moi et ça me fait un effet tellement contradictoire parce que d'un côté je me dis mais c'est incroyable, genre les gens sont trop gentils, et d'un autre je me dis ah non mais je mérite pas ça et mon Dieu et machin, enfin bref voilà, et je me rendais pas compte que j'étais en train enfin là j'étais dans un tourbillon de mal-être et tout qui était en train de s'installer depuis un certain temps. Donc je passe une semaine enfermée chez moi à ruminer comme un taureau, à faire enfin bref là voilà, je passe les détails mais en gros voilà, j'étais mal, j'allais vraiment très mal, et en plus de ça j'étais seule dans l'appartement parce que ma mère était en Colombie à ce moment-là, et donc vraiment j'avais tout l'espace de revivre encore et encore tous ces souvenirs horribles, sachant que je vis encore dans l'appartement dans lequel j'ai grandi depuis mes 7 ans, donc en fait tous mes souvenirs sont là autour de moi, tu vois. En fait je sais pas comment expliquer ça, peut-être que d'autres personnes borderline pourront le décrire aussi, mais j'étais en train d'oublier qui j'étais, je ne savais plus qui j'étais. J'avais l'impression de n'être qu'une boule de trauma, en fait. J'avais l'impression de n'être une masse de douleur qui réagissait à tout le temps. Genre, je me lève le matin, trigger, j'ai que ça, des triggers, toute la journée, j'ai des déclencheurs comme ça à gauche, à droite, et la seule chose que je ressens, c'est vraiment de la panique, de l'angoisse, de la panique, de la colère, de la rage, de la haine, et que ça, tout le temps. Comme si j'étais une plaie à vif sur laquelle on posait comme ça des petites doses de citron, du sel, du vinaigre, du piment, de la merde, et que vraiment, tu vois, toute la journée comme ça. Et vraiment, j'étais arrivée à un point où en fait, j'étais émaciée, j'étais éreintée, je disais, j'ai donné une image, j'ai parlé d'une biscotte qui s'émiette comme ça,
qui vraiment devient rien, quoi. Et je me sentais comme ça, complètement fracturée. Enfin bref, j'avais plus de... J'étais plus un être humain, je me sentais plus comme une personne. J'avais vraiment juste la sensation d'être ce que j'avais été toute ma jeunesse, c'est-à-dire un automate, un robot qui doit servir autrui, qui doit se dévouer pour autrui, mais qui ne vaut rien, qui n'est rien, qui n'a aucun besoin, qui n'a pas d'identité, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de souvenir, qui n'a pas de goût, qui n'a pas de plaisir, qui n'a pas de volonté, qui n'a rien. Je ne suis rien, tu vois. Ici, la carreau du montage, je vais continuer un bout de cette vidéo, moi, parce que justement, au moment où je l'ai tournée, j'avais beaucoup d'émotions, j'avais encore besoin de justifier et d'exprimer encore plein de choses, et voilà, je suis en train de mettre à jour la façon dont je fais mes vidéos, et surtout à quel point je partage des informations et comment. En gros, littéralement 7 jours après m'être pris une douche de merde de Monsieur Gonzalez, je vis une grosse crise conjugale dans laquelle je ne peux pas rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, le fait d'être en relation avec d'autres êtres humains implique aussi du coup de vivre des crises que ces êtres humains traversent de façon autonome, hein. Des fois ça n'a rien à voir avec toi, des fois c'est juste la personne avec qui t'es qui vit des épisodes de merde, et la vie n'ayant pas de sens particulier pensé pour nous, et ben c'est possible que ces moments arrivent au pire moment pour toi, c'est-à-dire que ton partenaire vive un moment de crise alors que toi-même t'es en crise, et puis en fait c'était pas prévisible, et en fait c'était pas une question de timing ou quoi, genre juste en fait c'est la vie, c'est comme ça, y a pas de raison de se dire « Ah, mais comme par hasard, cette personne a une crise une semaine après que... » Enfin, des fois, c'est juste comme ça, en fait. Des fois, c'est juste la merde partout et on n'y peut rien. Jusqu'ici, j'arrivais encore à me dire que, tranquille, la situation était gérable. J'ai survécu à des choses bien plus difficiles en étant beaucoup plus jeune et en ayant beaucoup moins de ressources. Donc voilà, mon cerveau rationnel se disait que j'arrivais à gérer la situation, que ça allait passer, etc. Et continuer de me concentrer sur avancer dans ma propre vie et faire le moins de dégâts possible autour de moi, vu les circonstances. Et un autre cerveau en parallèle, qui est celui plus des sensations, des émotions, des souvenirs et tout ce qui touche l'aspect traumatique, qui en fait me hurlait depuis des mois que ça n'allait pas, que j'avais besoin de repos, que j'avais besoin de m'isoler, que j'étais pas bien, que j'étais en train de souffrir, etc. Mais comme d'habitude, lui, on s'en fout parce que tu comprends, c'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être là, de régler les problèmes et de continuer de garder la tête hors de l'eau. Sauf que après cette crise conjugale, je n'ai pas du tout réussi à redescendre. J'étais restée, et c'est là que j'ai commencé à voir que ça n'allait vraiment pas. Quand j'ai vu que j'avais beau relativiser dans ma tête, mon corps ne suivait pas. J'étais toujours aussi tendue, j'étais toujours aussi énervée, j'avais énormément de tension en moi et j'étais très 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 frustrée. Genre vraiment, il n'y avait pas un jour que je passais où j'avais pas envie de tout casser parce que les choses ne se passent pas comme je voulais, etc. Et là, vraiment, du coup, la tension venait de l'intérieur. Là, c'était plus que les événements autour continuaient de justifier ma tension, c'est que vraiment, c'était rentré en moi et j'arrivais plus à m'en débarrasser. Et donc, j'ai décidé d'aller me faire hospitaliser parce que j'en pouvais plus, en fait. Genre, toute mon énergie était massivement consommée par résoudre les problèmes, tenir bon, être là pour les personnes qui en ont besoin, et réussir à ne pas craquer, Et le truc, c'est que j'arrivais plus. En fait, j'arrivais plus à retenir mes pensées de mort, quoi. Genre, parce que même si je sais rationnellement, à nouveau, dans mon cortex préfrontal, je sais que je ne veux pas vraiment partir. Je sais que juste, je suis fatiguée et que, en fait, je vois pas le bout du problème et que, du coup, la solution que mon cerveau me propose, c'est quelque chose qui n'est pas réellement ce que je veux. Parce qu'en fait, moi, je veux avoir une vie qui me ressemble, moi je veux me sentir bien, je veux être heureuse, quoi que ça veut dire, je veux en fait être là sur Terre, et quand j'ai des pensées comme ça qui me disent va-t'en, je sais que ça m'appartient pas, je sais que ça vient d'un climat autour de moi, de gens qui souffrent, etc. Et que en fait, moi j'ai une vie après ça. Moi, je suis pas obligée de rester dans cet environnement qu'on m'a fait penser qui était le seul possible, en fait, c'est-à-dire celui où, en fait, les gens n'aiment pas leur vie, où les gens se sentent mal et ne font rien pour essayer de se sentir mieux, où ils vont tous s'entre-accuser d'être à l'origine des problèmes des uns et des autres, etc. Ça, c'est mon quotidien, ça, c'est comment j'ai grandi, c'est ma bulle, et en fait, c'est pas ça que je veux pour moi-même dans le futur. Donc, je savais bien que concrètement, les pensées que j'avais à ce moment-là, c'était plus des pensées qui étaient en train de m'indiquer une urgence d'aller me faire soigner et pas des pensées qui me donnaient une vraie solution. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait de remarquer que mes pensées étaient gentiment en train de passer du stade de pensée au stade d'action, parce que voilà, c'est comme ça que ça se passe, hein. Avant de passer à l'action et de faire des choses concrètement, on s'en rend pas compte, mais on y pense. Et en fait, le passage entre la tête et la réalité, il peut se faire très rapidement. C'est ce qu'on appelle l'impulsivité, c'est le fait d'avoir justement
tout d'un coup des émotions qui se manifestent en action et qu'on peut pas retenir. Et voilà, l'impulsivité est un gros problème pour les personnes qui souffrent des mêmes troubles que moi. J'en ai parlé dans cette vidéo justement qui s'appelle « Ce gros défaut qui te crée des gros problèmes », parce que la plupart des gens, en fait, quand ils ont des pensées très très fortes émotionnellement, ils ont un filtre qui leur permettent de traduire ces pensées dans la réalité sans heurter les autres. Et le truc, c'est que quand tu es très impulsif, tu as des pensées, des émotions à l'intérieur et elles sortent dans la réalité de façon très violente et en fait ça peut heurter les autres ou toi-même, etc. Et du coup là, je sentais que là, j'étais plus en capacité de retenir mon propre cerveau de vouloir se tuer, quoi. Et du coup, je suis allée demander de l'aide parce que j'ai déjà vécu ça, c'est pas la première fois, j'ai pas envie d'attendre que ce soit trop dur et trop grave à rattraper. Et du coup, juste, je suis allée à l'hôpital principal de ma ville, quoi, à l'hôpital public, et j'ai demandé à être internée parce que j'arrivais plus, parce que en fait mon environnement ne me permettait plus d'avoir une bulle dans laquelle je peux me poser, respirer et relativiser pour de vrai. Donc c'est ce que j'ai fait, je suis allée aux urgences et j'ai littéralement dit ça comme ça, dans le plus grand des calmes: bonjour, alors je sais que je n'ai pas envie de me suicider à proprement parler, mais je ne peux pas vous garantir ma capacité à me retenir parce que je n'en peux plus, parce que je suis dans un état de nervosité tel et d'épuisement que là je peux pas, en fait, je peux pas me retenir, je n'ai pas confiance en ma propre capacité de me gérer. Et ça, j'en ai parlé dans énormément de vidéos, c'est le fait où tu te sens en insécurité avec ta propre personne, quoi. Donc ils m'ont gardée à l'hôpital, je n'ai pas été transférée à l'hôpital psychiatrique habituel, parce que comme dans toutes les villes, il y a des secteurs hospitaliers en psy qui sont en dehors de la ville, un peu comme les prisons, et c'est pas un hasard d'ailleurs. J'ai déjà été du coup hospitalisée à cet endroit-là, mais cette année du coup ça n'a pas été le cas. J'ai été gardée dans une unité psychiatrique aussi, mais qui s'appelle le LIC, donc les lits d'intervention d'urgence. Non, pardon, c'est les lits d'intervention de crise, donc c'est une unité à l'intérieur de l'hôpital principal du bâtiment de l'hôpital cantonal. Donc les personnes qui habitent à Genève, sachez que ça existe, et moi j'étais très contente de savoir que ça existe. Je pense que c'est une ressource immense que de savoir que tu peux passer 5 à 7 jours dans cette unité-là quand justement tu vis des crises, et c'est pas forcément des crises suicidaires à proprement parler, ça peut être des crises liées à d'autres périodes de la vie qui nous font péter un câble. Et donc cette unité-là te permet d'avoir de la psychothérapie intensive. Et c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'ils misaient beaucoup sur le fait de parler et d'avoir accès à des thérapeutes un peu tout le temps quand on a besoin de parler. Donc le matin, tu avais 1 heure d'entretien avec un infirmier psy, l'après-midi, tu as 1 heure d'entretien avec un autre infirmier psy et ou un médecin, enfin peu importe, ça dépend. Et ça, c'était tous les jours. Tous les jours, tu peux te poser et discuter et voir les gens que tu veux, etc. Et eux, leur but, c'est le moins possible de te shooter la gueule pour juste que tu t'endormes et que après tu reviennes à ta vie merdique. Genre, en tout cas, c'était l'idée de base. Et moi, j'avais bien aimé cette approche de me dire, ok, trop bien, ici, on va me laisser parler autant que j'ai besoin. Et même en dehors des entretiens prévus le matin et l'après-midi, on pouvait demander à parler ponctuellement dans les moments où c'était nécessaire, même pendant la nuit, etc. Donc vraiment, une expérience qui, contrairement à la toute première que j'ai eue, a été vachement plus bénéfique, je trouve. Pour le coup, je suis restée un peu plus que la durée prévue parce que j'étais vraiment salement atteinte quand j'y suis arrivée, donc j'y suis restée 10 jours, et c'est là aussi que le drama commence. Parce que bon, ok, je t'ai parlé de l'épisode avec mon daron, je t'ai dit que voilà, dans mon couple il y avait une crise, mais la vraie tartine de caca commence tout de suite. Oui, après 1 heure de vidéo, je sais, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux, si j'ai envie de parler pendant 1 heure et quart du même problème, voilà, c'est mon problème. Ce qui s'est passé, c'est que après 8 jours d'hospitalisation, j'ai dû faire ce qu'on appelle une sortie d'exposition. C'est des contacts qu'on a avec le monde extérieur juste avant de finir notre hospitalisation pour se réhabituer gentiment à revenir à la vie normale, parce que mine de rien, quand on est dans des périodes comme ça, on se rend pas compte mais on se déshabitue vraiment de la vie normale, et en fait tout nous fait peur, quoi. Genre monter dans un bus, rentrer dans un magasin, ne serait-ce que croiser des gens dans la rue, c'est vraiment quelque chose de dur. Et du coup, pour pas te lâcher dans la nature comme ça du jour au lendemain, on fait ces petites sorties qui sont progressivement des contacts avec la réalité. Je fais ma première sortie, ça se passe plus ou moins bien. Je fais ma deuxième le lendemain, donc la veille de mon départ de l'hôpital. Je devais... du coup, ça c'était un dimanche et je devais sortir de l'hôpital lundi. Donc dimanche, je fais ma sortie d'exposition avec ma copine. Je le précise parce que, voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont vouloir le contexte. On ne s'était pas tenu la main, on ne s'est pas embrassé. Et moi d'ailleurs, dans la rue, quand je suis avec elle, genre, à chaque fois j'ai trop peur justement des agressions homophobes. Du coup, genre, j'évite le plus possible de m'exposer. Donc, il ne se passait absolument rien, d'accord. Elle rentre dans un magasin. Je la suis droit derrière, et au niveau de l'entrée du magasin, il y a un homme qui passe comme ça devant nous et qui en sort. Je te jure que je n'ai même pas eu d'eye contact avec cet homme, d'accord? Je n'ai même pas calculé qu'il était là, juste moi, je suivais ma copine dans le magasin, et là, de nulle part, le mec me kick la jambe. Genre,
c'est pas qu'il a trébuché, c'est pas qu'il m'a cogné sans faire exprès, c'est qu'il m'a volontairement mis un coup de pied dans le tibia. Et genre, j'étais en train d'halluciner, mais je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Sur le moment, je percute pas, je me retourne et je lui dis, monsieur. Et en fait, au moment où je dis juste monsieur, il me répond du tac au tac, vous me dégoûtez, cassez-vous de chez moi, j'en ai marre des gens comme vous. Et en fait, c'était un immense raciste. Sur le moment, moi, évidemment, j'ai réagi du tac au tac, genre mon corps a littéralement, il s'est mis en action. Genre le mec m'a mis le coup, je me suis retournée, je l'ai interpellé, il m'a répondu et ça y est. J'étais partie, moi, ça y est, c'est bon, genre frère, tu m'as choisi vraiment au pire moment de l'année, tu pouvais faire ça à n'importe quel moment du jour, de la nuit, de l'existence terrestre, et t'as décidé de venir t'attaquer à moi la veille de ma sortie d'hôpital, alors que ça fait 9 jours que je suis enfermée parce que je suis en train de péter un câble et parce que justement j'ai peur de mon comportement avec moi-même et avec autrui. Oh mon dieu. Ah mais vraiment, il avait mal choisi sa journée ce monsieur, parce que du coup, évidemment, sur le moment, moi j'étais absolument pas en capacité de me retenir, je me suis dit c'est bon, c'est mon moment. Là, on va justifier mon passage à l'hôpital avec un vrai truc, avec quelque chose qui vaut la peine d'y être. Donc moi j'étais partie pour que ce monsieur et moi, on se castagne. Dieu merci, à côté un livreur m'a retenu et ma copine en me disant non, fais rien et tout, tu vois bien qu'il se rend pas compte et tout, il a dit n'importe quoi, c'est un raciste, laisse tomber. Le livreur il m'a dit ouais, moi aussi, il m'a dit de la merde, évidemment, c'est un livreur racisé, donc il avait pris aussi sa douche de merde de la part de ce monsieur, et du coup, genre, j'étais là. Que faire? Je crois que tu réalises pas ce qui s'est passé à ce moment-là dans mon corps, parce que en tant que femme, ça m'est déjà arrivé que des mecs me touchent, les fesses, les seins, me montrent leur entrejambe, ce genre de choses, des inconnus, etc. Ça, c'est vraiment notre pain quotidien à beaucoup d'entre nous en tant que femmes dans l'espace public. Donc, j'avais déjà eu des épisodes de merde avec des hommes dans la rue, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, ça ne m'était jamais arrivé qu'un homme en plus me frappe gratuitement en public. J'ai déjà été frappée dans ma vie, mais dans un cadre privé, familial, et quand j'étais plus jeune, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc oui, j'ai déjà vécu des coups, oui, j'en ai déjà rendu, mais ça c'est jamais parti en mode baston ou quoi. Enfin, rendu vite fait, quoi. Mais là, c'était la première fois de toute mon existence que un boug me frappait sans raison. Ah là là, mais là, je l'entends dire ça. Mon corps s'est juste activé. Genre vraiment, j'ai senti juste un moteur qui a fait avancer. Moi, j'étais partie pour la bagarre. Moi, je me suis dit, ici, on va justifier son hospitalisation jusqu'au bout. On va partir de l'unité psy, on va aller en somatique et on va y aller ensemble, mon cher monsieur. Donc, je vois mon corps avancer. J'étais, mais tu sais, la rage, tu sais, la haine quand elle te... comment te dire, c'est chaque petit pore de ta peau qui émane une fumée de haine. Et genre, vraiment, j'étais en train de m'avancer vers ce monsieur, je le voyais déjà. Une crêpe, un tartare, une bouillie. Je sais pas ce que j'allais en faire, mais moi dans ma tête j'étais partie pour que ce monsieur se rende compte qu'en fait, bah ouais, des fois on tombe sur des gens sains d'esprit et des fois on tombe sur des gens comme moi ou comme, je sais pas, à tout hasard, un de mes cousins qui aurait pu littéralement lui retirer un membre. Donc en fait, ils se rendent pas compte les gens que quand ils balancent des dingueries comme ça, ils peuvent tomber vraiment sur des profils de personnes dangereuses. Et je dis pas que moi j'en suis une, je dis juste que j'ai grandi avec ces gens-là. J'évolue dans des milieux comme ça, avec des gens qui font des trucs pas nets, qui se mettent dans des problèmes, qui après ont des problèmes toute la fucking vie à cause de ça. Donc je sais ce qui se passe si on passe à l'action. Je sais très bien les problèmes que je vais avoir si je me laisse craquer. Mais là, à ce moment-là, j'en avais plus rien à foutre. À ce moment-là, j'étais vraiment, en plus de ça, je voyais mon daron. Là, je voyais pas ce monsieur. Moi, pour moi, c'était vraiment symbolique. Hein. Le même âge, les mêmes propos, le même profil. Ah, ça y est, c'est bon. Donc, heureusement, Dieu merci, que à ce moment-là, j'ai réussi à baisser l'incendie gigantesque qui était en train de s'allumer à l'intérieur et que je me suis rappelé que j'avais une paix à préserver, que j'avais envie d'aller bien, que je ne voulais pas que ma vie soit définie par ce genre d'actes, etc., etc. Et du coup, j'ai laissé tomber l'idée de me défendre et j'ai juste rien dit et je suis partie. Du coup, je suis rentrée dans le magasin, mon corps entier tremblait, je convulsais presque. Genre vraiment, j'étais comme ça. De rage, de haine, j'avais envie de tout briser en fait. Genre là, tu m'avais mis n'importe quoi devant, je l'aurais démoli. Voilà. Et ça, c'est ce que je fais quand je suis en crise et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Soit je m'attaque moi, soit je m'attaque à du matériel, etc. Et justement, ce que j'ai peur un jour de vivre, et je ne pense pas, vu tous les efforts que je fais pour essayer de comprendre mes mécanismes et aller bien, etc. Ben, ce que j'ai peur d'un jour faire, c'est d'agresser une personne. Et ce jour-là, c'est ce qui aurait pu se passer parce que voilà, le timing fait que. Je reprends donc mes esprits dans le magasin, je vois que je suis toujours très très fragile et je me dis putain, ok, l'hospitalisation ça t'a aidé, mais regarde, t'es encore extrêmement vulnérable et tout. Genre, il va falloir vraiment faire attention.
et j'en parlerai dans de futures vidéos de qu'est-ce que ça veut dire du coup, parce que voilà, là je te fais l'update de ces 2 derniers mois, mais clairement j'ai du contenu à faire à ce sujet, qui soit plus éducatif, pédagogique, aidant, etc. Mais là voilà, c'est juste un partage d'expérience. Donc je redescends, je vais à l'hôpital, et là-bas on me relève ma capacité de sang-froid, où on me dit mais voilà, vous avez vu, vous avez réussi à vous retenir, bravo, c'est encourageant. Ok, si vous le dites. Je passe une première nuit chez ma copine parce que en fait du coup je me sens pas capable de retourner chez moi. Ça se passe bien. Je passe une 2e nuit chez elle, ça se passe bien. Je passe une 3e nuit chez elle, et là, la vie m'a réservé un autre cadeau. Vraiment, merci pour le timing, j'adore. Donc, lundi, je sors de l'hôpital. Jeudi soir, en fait le 1er août à Genève. Le 1er août c'est la fête nationale, du coup, bref. Je sors, je fais des trucs, c'est trop bien. Bref, je m'amuse, j'essaye de reprendre goût à la vie. On rentre en plein milieu de la nuit avec ma copine en voiture, il est genre 5-6 heures du matin. On passe justement devant l'hôpital où j'étais internée quelques jours auparavant, et là on voit quelqu'un qui, de façon évidente, avait fui l'unité où j'étais parce que ça se voyait que c'était un patient psy. Il était torse nu, en pantoufles, en détresse dans la rue. Clairement, j'imagine que s'il a atterri à l'hôpital, c'est qu'il a été contraint d'y être et que du coup il a été involontairement interné, et ça c'est une expérience des plus traumatisantes pour les personnes qui subissent des troubles psychiques. Vraiment c'est... Bref, c'est assez atroce l'hospitalisation sous contrainte, et du coup là vraiment quand j'ai vu ce mec dehors, je me suis dit oh putain, mais j'aurais pu être avec lui genre 3 jours auparavant. Si ça se trouve il aurait pu dormir dans la chambre à côté de la mienne et tout, et du coup évidemment, bien sûr que sur le moment j'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais viens on s'arrête et tout, le pauvre, viens on lui parle machin, parce que je me suis imaginé moi en fait une semaine auparavant partir de là-bas, être en crise, péter un câble, me sentir seule et vouloir en finir en fait, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, etc. Donc clairement, loin de moi l'idée de tout ramener à moi. C'est pas ça en fait la démarche, c'est juste que c'est d'empathie en fait, c'est que j'ai une empathie pathologique pour le coup, et j'ai l'impression de me voir en plein d'autres personnes, et inversement que ces personnes me ressemblent. Et du coup voilà, quand j'ai vu ce mec errer dehors et être agité et tout, je me suis dit non viens on s'arrête et tout, on peut pas le laisser là machin. Et du coup on s'est arrêté, et c'était une mauvaise idée parce que clairement on n'avait pas les outils pour l'aider. On n'avait pas les outils, mais sur le moment on se rendait pas compte, parce que toi tu vois juste quelqu'un dehors et tu te dis juste bah voilà je peux te déposer quelque part, est-ce que t'as besoin qu'on t'accompagne, je sais pas, tu veux une veste, n'importe quoi. Donc on ne pouvait pas évaluer à ce moment-là le niveau de détresse qu'avait cette personne. Moi j'ai juste vu quelqu'un dehors, vulnérable, qui avait l'air d'être perdu, et je pouvais pas juste passer et m'en foutre. Et je sais que c'est peut-être ça l'enseignement que je dois tirer de cet été là, que peut-être que je dois justement arrêter de vouloir à chaque fois me rendre disponible et sauver la veuve et l'orphelin et le moineau et qui tu veux, parce que effectivement c'est un comportement qui sert à rien de ma part. Je ne suis pas Mère Teresa, je n'ai pas les ressources pour faire ça, je peux faire plus de mal que de bien, donc je sais qu'il faut juste que j'arrête de vouloir à chaque fois tendre la main à n'importe quelle personne qui a besoin. Mais voilà, comme je t'ai dit, ça faisait 3 jours que j'en sortais, j'avais trop de peine de voir quelqu'un littéralement avec les mêmes pantoufles que moi, dehors au même endroit, et juste voilà, j'ai juste eu envie de donner le coup de main que j'aurais pu donner si j'avais pu en donner un, et en fait non, c'était pas une bonne idée. Quand on s'est arrêté, du coup on a baissé la vitre pour lui demander de quoi il avait besoin. Il a essayé de rentrer de force dans la voiture, donc là on a vu qu'il était super agité, on a dit non, genre viens on sort de la voiture et tout, t'inquiète, on est là pour toi. Donc on est sorti, on a essayé de discuter avec, genre qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'as pas tes affaires? Pourquoi t'es en pantoufles? Enfin en gros, sous-entendu, t'es en détresse mec, genre là t'as besoin d'aide, quelle aide on peut t'apporter, tu vois? Et en fait il était incohérent, on comprenait rien à ce qu'il disait, donc là on a compris que voilà on pouvait pas faire grand chose, et du coup on lui a juste dit écoute voilà nous on va devoir partir, si t'as besoin qu'on t'emmène quelque part on peut t'emmener, mais là tu vois on voyait ses pantoufles, on était là mais du coup tu viens de l'hôpital. Et quand on a mentionné l'hôpital, et c'est là que du coup j'ai capté qu'il avait probablement été hospitalisé sous contrainte, il a pété un câble, vraiment, avoir mentionné l'hôpital, sachant qu'on était devant, on était devant le bâtiment, donc en fait c'est sûr qu'il en venait, mais je crois qu'il essayait de fuir cet endroit, et quand on lui a dit que il fallait qu'il récupère au moins ses affaires, etc. là-bas, il a pété un plomb, et il a cash regardé ma copine qui était dehors de la voiture en lui disant « Je vais te tuer ». Et après il me regarde et il dit « Toi aussi ». Et j'étais bien sûre, avec le recul, je sais très bien qu'il n'allait rien faire, je sais très bien qu'il n'était pas en capacité concrète de nous agresser, etc. Je sais, ok? Je sais qu'il était avant tout en détresse et une victime de la situation. Mais quand tu te mets dans l'autre position, où t'es fragile comme je l'étais, épuisée comme je l'étais,
testée par la vie comme je l'étais, là, entendre un mec qui va pas bien menacer de mort ma meuf, me menacer moi de mort, monter sur le capot de la voiture et pas vouloir en redescendre. Ouais, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Et j'imagine que pour lui, ça a dû l'être 150 fois plus. Et vraiment, j'ai toute la compassion du monde pour cette personne. J'espère vraiment qu'elle va mieux. J'espère vraiment qu'il a pu au moins avoir les ressources dont il avait vraiment besoin et pas en mode traumatisme supplémentaire. Mais juste, moi j'avais un boug en crise sur le capot de ma voiture qui disait qu'il allait buter ma copine. Genre bref, le simple fait qu'elle doive revenir dans la voiture a été une épreuve parce qu'en fait il était tellement agressif physiquement qu'on a dû se protéger en fait. C'était vraiment compliqué. Bref. Évidemment, quand ma copine arrive à rentrer dans la voiture et que lui, il reste dehors et qu'il monte sur le capot, je suis rassurée qu'on soit protégé dans le véhicule, mais lui est sur le capot. J'ai peur qu'il pète le pare-brise, j'ai peur qu'il se jette sous nos roues. Évidemment, on roulait pas parce que tu veux qu'on fasse quoi? Genre, on va pas rouler avec un mec dessus parce qu'en fait, il nous disait qu'il voulait nous tuer, mais il voulait surtout mourir en fait. Et c'est pour ça que, tu vois, c'est la même médaille avec deux faces différentes. C'est j'ai envie de me suicider, mais en fait, en même temps que j'ai envie de me suicider, j'ai quand même envie que le monde entier sache que je vais mal et du coup, bah peut-être qu'un jour je vais passer à l'acte hétéro-agressif comme on dit. Mais pas la meuf ah ouais je sais très bien ce qu'il a. Non, j'ai pas du tout la même vie que lui, j'ai pas les mêmes troubles, je ne sais pas, ok. Mais je peux comprendre le fait que quand on va extrêmement mal et qu'on a envie de crever, oui, on envisage aussi d'embarquer d'autres gens avec nous dans l'histoire. Je viens de t'expliquer justement comment j'en suis arrivée à l'hôpital. Et ça, c'est des réalités, faut arrêter de les rendre tabous, faut arrêter d'en faire des non-dits, faut arrêter de taire ces choses-là, parce que oui, les gens qui souffrent ont ce genre de trucs dans la tête. Et non, ça n'existe pas les monstres sanguinaires qui veulent juste le mal d'autrui et qui jouissent et adorent le fait de voir la souffrance des autres parce que c'est des personnes profondément déviantes ou perverses. Ça peut exister, mais dans l'écrasante majorité des cas où il s'est passé des crimes, où il y a eu des trucs violents, où il y a eu des tragédies qui se sont passées, la majorité du temps, mais vraiment l'écrasante majorité du temps, c'est des gens qui souffrent, qu'on n'a pas écouté et qui ont voulu faire souffrir à leur tour en fait. Bref, donc il est sur le capot de la voiture, nous on essaye de partir mais c'est impossible parce qu'évidemment il se met en danger et qu'on veut pas qu'il ait un problème. De là, une autre voiture arrive à peu près au même moment et en fait ça lui détourne l'attention parce que du coup nous on demande de l'aide à la voiture d'à côté, la voiture d'à côté baisse les vitres, on commence à parler et en fait du coup il est descendu du capot pour aller vers cette autre voiture et nous, droit derrière, on est parti. Et voilà, je n'ai pas su qu'est-ce qui était arrivé à ce jeune homme. J'ai quand même signalé à l'hôpital le fait que on avait croisé quelqu'un qui était fortement en détresse dans la rue et qui menaçait des gens de mort quand on l'invitait à retourner à l'hôpital. Donc voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé de ce jeune homme, je ne sais pas s'il y est retourné. Je suis horriblement désolée pour lui si notre action a généré plus de traumatisme dans son existence, mais vraiment à ce moment-là, dis-moi si toi tu as d'autres idées, d'autres ressources sous la main, d'autres outils qu'on peut utiliser, mais à ce moment-là vraiment je savais pas quoi faire d'autre. Et oui, je me suis sentie super coupable et en même temps voilà, ça rentre encore dans ce truc où en fait je me sens responsable de la situation d'une autre personne alors qu'en fait j'aurais juste pu tracer ma route, laisser cette personne là et ouais, le lendemain peut-être découvrir que voilà, il y a eu encore un suicide à Genève ou que voilà, il avait finalement agressé quelqu'un, etc. Et de m'en vouloir et de me dire voilà, on vit dans un monde tellement inhumain et tellement individualiste qu'en fait il y a des gens littéralement en détresse mentale dans la rue, des gens qui demandent qu'une chose, c'est qu'on leur apporte du coup les choses dont ils ont besoin et pas sous contrainte et pas d'une manière traumatisante et pas d'une façon déshumanisante tout simplement. Mais voilà, c'est ça le monde dans lequel on vit. Il y a des fous dehors qui vont pas bien, qui ont besoin d'aide et la seule réponse qu'on a à leur donner, c'est l'enfermement, c'est la sédation et c'est l'abandon. Et ça pour moi c'est vraiment... Bref, même si sur le moment pour moi c'était effectivement extrêmement anxiogène parce que j'ai vraiment eu peur pour le coup, enfin ponctuellement, on est bien d'accord, mais j'ai vraiment eu peur qu'une de nous deux y passe quoi, genre parce que j'étais là mais attends, mais imagine il sort un schlass de nulle part, enfin on sait pas, hein, c'est comme ça qu'est mort mon cousin. Donc voilà, tu vois, les PTSD qui reviennent, moi même si à nouveau rationnellement je peux me dire c'est impossible qu'il ait une arme blanche sur lui parce qu'il a juste un short et des pantoufles d'hôpital, tu penses pas rationnellement, tu te dis pas non il dit ça il va rien se passer, en fait t'es en mode survie, c'est ton système nerveux qui s'active en mode fuite combat machin, le fameux enfin bref on en a parlé dans d'autres vidéos, mais c'est pas contrôlé, c'est pas des choses dont on a conscience, t'entends juste quelqu'un qui fait une menace de mort, toi tu fais des liens dans ta tête et effectivement moi le lien que j'ai fait c'est que j'ai eu peur de vivre un traumatisme que j'ai déjà eu dans ma vie, c'est-à-dire de voir un être cher, enfin j'ai pas vu mon cousin mourir, mais de perdre un être cher par l'action d'une autre personne, qui plus est dans la rue, qui plus est dans la nuit, qui plus est avec une arme. Donc oui,
Moi j'avais peur qu'il soit armé, j'avais peur que pour la deuxième fois de ma vie on tue quelqu'un que j'aime. Et parce que ouais, dans ma famille c'est arrivé, c'est pas très courant de perdre des gens par assassinat, mais voilà, ça fait partie des jolis bagages que je me trimballe. Et du coup sur le moment c'est la seule chose à laquelle j'ai pensé, sauver ma peau et celle de ma copine, donc voilà. Donc même si les situations n'ont rien à voir et qu'avec le recul je vois bien que en fait c'était techniquement impossible, sur le moment tu t'en bats les couilles, juste t'as des traumas, t'es réactivé dans tes traumas et tu survis. Voilà, ça s'arrête là. Et on est tous en fait, d'une certaine manière, dans ce mode-là. Et plus on a des traumas graves et fréquents et intenses, et plus on a des stimuli quotidiens qui peuvent nous faire retourner à cet endroit-là. Et d'ailleurs, ce jeune homme avait probablement le même mécanisme, puisque c'est au moment où on lui a dit d'aller à l'hôpital que son trauma s'est activé et qu'il a dit qu'il allait nous tuer. Parce que, en fait, probablement que l'expérience de l'hôpital a été tellement atroce pour lui que du coup, le simple fait de l'évoquer a été suffisamment douloureux pour activer une réaction dysrégulée. Et quand on parle d'action dysrégulée, c'est quand le système nerveux n'est plus capable d'évaluer la réalité telle qu'elle est, mais juste réagit par peur de mourir en fait. C'est littéralement ça. Lui, il avait peur de mourir. Et nous aussi. Et on s'est retrouvés là. Voilà. Si je dois donc résumer pour l'instant, parce qu'attention c'est pas terminé, l'été que j'étais en train de passer, entre le 2 juillet et le 2 août, donc 4 petites semaines estivales, j'ai vécu dans l'ordre le fait de devoir sauver la vie de mon père à 2 reprises la même journée, dont une fois en live, parce que du coup il était littéralement en train de décéder devant moi. Ensuite, une semaine après, gérer une des pires crises que j'ai eues dans mon couple. Ensuite, une hospitalisation qui s'est passée avec une petite agression physique aléatoire dans l'espace public par un parfait inconnu. Et 3 jours plus tard, des menaces de mort de la part d'un autre inconnu qui monte sur le capot de notre voiture et qui nous demande de le kill alors que on voulait juste l'aider. Donc ouais, en 4 semaines... c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup de stress, beaucoup de tension. À ce moment-là, je me dis donc, bon voilà, j'ai passé un mois difficile, c'est pas la première fois que ça m'arrive, ça nous arrive à tous. Tout le monde, à un moment donné, a des périodes où la vie te tartine du caca, couche sur couche, semaine après semaine, et voilà, ce n'est pas propre à ma personne. Mais on va pas se mentir, il y a quand même des gens qui, dès le départ de leur vie, grandissent au milieu du fumier, et d'autres qui vont en sentir l'odeur la première fois à 35 ans passés. Et c'est pas pareil. Effectivement, c'est pas pareil que de connaître ces situations-là fréquentes, constantes, dès ton plus jeune âge et sur la durée, que de vivre des épisodes traumatisants pour la première fois, une fois que t'es adulte. Parce que, par exemple, ne serait-ce que les décès. Je veux dire, il y a plein de gens de mon âge qui n'ont pas encore vécu leur premier deuil, en fait. Et moi, mon premier deuil, j'avais 23 ans, c'était un meurtre. Voilà. Donc chacun ses valises, en fait, chacun son package. Je dis ça, mais il y a des gens, je sais pas moi, ils sont arrivés en Suisse alors qu'ils ont dû traverser la Méditerranée quand ils avaient 8 ans sur un bateau surpeuplé d'autres personnes. Ces gens-là nous côtoient toute la journée et pourtant ils sont pas en train de se dire « Oh là là, la vie est contre moi ». En fait, tout le monde mange des tartines de caca. Il y a des tartines de caca supportables pour certaines personnes et d'autres pas. Et dans l'échelle des traumas, on est tous quelque part. Et oui, relativement à ma famille en Colombie, j'ai une vie de bourgeoise privilégiée. Relativement aux Suisses moyens de ma ville, j'ai une vie éclatée de merde et j'aurais dû déjà me buter à 18 ans parce que la moitié de ce que j'ai vécu, plein de gens n'y survivraient pas. Donc voilà, cette idée d'échelle, tout ça, j'en ai bien conscience. J'ai pas envie, moi, de me définir et de me morfondre sur mon sort parce que je sais qu'un jour ma vie sera différente, en tout cas je l'espère, et je sais que je vais pouvoir m'extraire d'un tas de mécanismes qui ne m'appartiennent plus. Bref, donc voilà, j'essaie de garder le cap, etc. Et je me suis dit, je vais essayer de profiter du reste du mois d'août quand même avant de reprendre le travail. Et là, pareil, au bout de même pas une semaine, j'apprends le décès de ma grand-mère. À partir de là, je te laisse avec Caro de la vidéo initiale. Ma tartine de caca continue de se remplir parce que là, il y a 2 heures, au moment où je te parle, on m'annonce que ma grand-mère est morte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ma grand-mère, c'est la personne qui m'a élevée. C'est grâce à elle que je parle espagnol, c'est grâce à elle que j'ai l'accent de chez nous, c'est grâce à elle que j'ai une connexion à ma culture en partie. Et donc j'ai appris aujourd'hui qu'elle nous avait quittés. C'est particulier parce que d'une certaine manière ça fait tellement d'années qu'elle souffre et qu'elle veut partir que c'est une bonne nouvelle dans le fond pour elle. Qu'elle repose, qu'elle ne souffre plus dans ce corps qui lui faisait si mal. Donc voilà, il y a quelques heures j'étais avec ma sœur qui me l'a annoncé et je me suis dit ok, ma vie doit reprendre maintenant. Je dois refaire ce que je sais faire. Je dois recommencer les activités que j'ai commencé il y a 9 ans maintenant
Et bien sûr que je pourrais me dire, écoute, au pire, oublie les réseaux sociaux, change de vie, déménage, oublie ton passé, passe à autre chose, mais c'est pas possible. Bien sûr qu'il y a des gens qui font ça à table rase de leur vie, et ils se créent une nouvelle identité, une nouvelle histoire, mais moi c'est vrai que du coup j'en ai fait mon travail en fait, de mes souvenirs, mes traumas, ma vie, mon intimité et tout, donc c'est vrai que je me pose beaucoup de questions en ce moment sur qu'est-ce que j'offre à internet, comment, pourquoi, comment je gagne ma vie aussi. Et Dieu merci, le travail que j'ai à côté, qui est un job normal quoi, genre pas en ligne ou quoi, c'est un travail qui est en train de me sauver pour de vrai, parce que c'est un travail avec les enfants. Ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois maintenant que je fais plusieurs vidéos où je parle de mon rapport aux enfants. Les enfants et le rapport avec eux est en train de vraiment m'aider à y voir plus clair et à savoir qu'est-ce que j'ai foutu ces dernières années. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, où j'en suis. J'ai 27 ans, j'habite encore chez ma mère. Et malgré tout ce que j'ai fait, je suis toujours dans une situation où je ne suis pas autonome. Et je suis en train de le devenir justement, progressivement, en partie grâce à vous. Et j'y travaille, je suis en train de prendre des décisions dans ma vie pour que ma vie change, pour que je ne dépende plus justement du bon vouloir de centaines et voire milliers de personnes qui par moment ont envie de me donner un coup de main, et pour ça vraiment j'ai une reconnaissance éternelle et infinie, vous vous rendez pas compte. Pour ça vraiment merci du fond du cœur. Mais vraiment ma vie doit changer. Je dois changer, je dois grandir, je dois mettre des limites dans ma vie, je dois changer d'environnement, je dois changer d'entourage, je dois changer de façon de travailler, il faut que tout change. Et du coup, j'y travaille. Voilà pour cette vidéo. Pour moi, c'était important de la faire pour poser un peu les bases de ce qui va suivre. Il faut savoir que du coup, depuis fin mars que tout ça a commencé, en parallèle, je suis en train de développer un projet qui fait sens justement avec tout ça, parce que j'ai dû trouver un sens à tout ce que je fais là depuis 9 ans ici, et je t'en parlerai dans de prochaines vidéos, mais en gros tout ça en parallèle m'a permis de vraiment réfléchir à un moyen de continuer à faire ce que je fais sans normaliser ça, le fait de rester dans une situation continuellement de dépendance, de précarité, enfin relative, on s'entend, hein, parce que voilà, je suis de loin pas la personne la plus précaire du monde, on s'entend évidemment, ça je l'ai toujours dit d'ailleurs, et j'ai une chance inouïe vraiment d'avoir ce capital là en ligne en fait, genre je parle de littéralement un réseau humain immense qui existe et qui est là, et c'est justement grâce à ce réseau, grâce à ce travail qu'on fait ensemble depuis autant d'années, que j'ai eu la lumière qui s'est allumée et que j'ai développé ce projet en parallèle qui est en gros un projet de paire et danse. En gros, j'ai envie de faire en sorte que ma chaîne YouTube devienne une institution dans la vraie vie. Donc voilà, je compte faire ça comment dire, je compte faire ça de façon collective, je compte partager le processus de réflexion, d'élaboration et tout en ligne. Et c'est un truc qu'on fait ensemble en réalité, parce que toutes ces choses que je suis en train d'apprendre et que je vais utiliser pour cette future structure, c'est des choses que j'ai appris grâce à vos retours, grâce aux échanges, grâce aux personnes qui sont venues sur ma chaîne s'exprimer, grâce à tout ce que j'ai appris en fait de ma présence en ligne et dans la vie, etc. Et donc voilà, je veux continuer de faire ce travail collectif et ce genre de thérapie à grande échelle, mais dans la vraie vie. Donc voilà, je réfléchis à comment ça se passe, je ferai une vidéo pour en parler plus en détail, mais voilà, tout ça n'est pas vain, tout ça ne va pas se désintégrer dans mon inconscient traumatisé, mais va servir à quelque chose, et voilà, soit c'est ça, soit il faut que je fasse table rase de tout et que je m'invente une nouvelle vie, mais voilà, ça je pense pas que j'en suis très capable et je pense pas que ce soit très sain pour moi. Enfin bref, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'hésite pas à y réagir dans les commentaires, à partager toi ce que tu as envie de partager si tu en ressens le besoin et l'envie. Moi je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, j'entends ma mère justement qui vient de rentrer, donc je vais aller la voir. J'espère vraiment que tout ce que j'ai raconté ici va pouvoir réellement, comme c'est le cas depuis maintenant très longtemps, résonner dans l'expérience d'autrui et être partagé aussi. Si tu traverses des choses similaires, si ça t'a fait des réflexions justement en lien avec ce que tu traverses toi de ton côté, n'hésite pas à en parler dans les commentaires, n'hésite pas à échanger, toujours dans la bienveillance et le respect comme d'habitude. Moi du coup, je garde le cap, je continue de me battre pour avancer quoi, pour continuer ce que j'ai commencé, et merci du fond du cœur d'être là, parce que franchement si YouTube n'existait pas, moi je pense que ça fait longtemps que je serais plus ici. L'espérance de vie des personnes qui souffrent de ma pathologie, donc le trouble borderline, c'est 20 ans.
La majorité d'entre nous, on n'a pas l'occasion déjà de savoir qu'on a ce trouble. Et pourquoi surtout? Parce que c'est bien beau de mettre des étiquettes de troubles sur les gens, mais c'est surtout une réaction au post-trauma en fait, à des multiples traumas que les gens développent ce genre de comportement. Donc déjà la majorité d'entre nous on passe pas la vingtaine et en plus de ça c'est un trouble qui est reconnu comme étant un des plus douloureux à vivre psychologiquement en termes de douleur, enfin de ce que ça fait concrètement dans le corps. Donc vraiment force à nous, on est là, on survit, on avance et on se bat pour créer ce que nous on veut, nos vies à nous, notre version de ce que c'est une bonne vie, des bonnes relations, une vie qui nous plaît tout simplement. Voilà, merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Merci encore une fois de m'avoir aidé quand j'en ai eu besoin et d'être toujours là. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.